les Welbeck, et tous les mecs qui disent des trucs nihilistes et tout, tirez-vous une balle et arrêtez de nous faire chier. Et il me fait, c'est marrant que tu dises ça parce que Howard, c'est ce qu'il a fait. Ouais. Voilà. Et là, je me suis dit, ok, respect. Le mec va au bout de ses principes. Je suis son adaptateur, je vais être fidèle. Et voilà. Et le pari, mais je crois que c'est un pari raté. J'aime cette BD, je trouve qu'elle est très bien. Mais le pari était de donner envie aux gens de se suicider à la fin de la lecture de la bande dessinée. Ouais, Et non, quand même alors, pas. je l'ai lu, je Voilà. suis Non, encore là. ouais. C'est en découvrant les albums de mon père sur lesquels mon chat Grisette aimait bien faire ses griffes que j'ai été initié à la bande dessinée, aussi désignée comme le 9e art. En premier, il y eut donc Astérix et Tintin, que je lisais l'automne venu face au feu de la cheminée familiale. J'en ai gardé ce goût du réconfort de se poser pour venir casser la chaîne du temps et l'étirer au maximum afin de savourer, en opposition à la consommation rapide d'un dessin animé ou d'un jeu vidéo par exemple. À l'adolescence, j'avais même intégré l'atelier BD de mon lycée afin de pouvoir écrire et gribouiller les histoires que j'avais envie de raconter, et puis les jeux de rôle et l'univers médiéval fantastique, ou Heroic Fantasy, sont venus nourrir cette occupation, avec en tête la série des Chroniques de la Lune Noire de Froideval et Le Droit, une saga qui flirtait avec la Dark Fantasy que j'affectionnais tant en jouant au jeu de papier Stormbringer. La Dark Fantasy, c'est aussi Conan le Barbare, ses romans, son film de John Milius avec Schwarzy, et ses bandes dessinées, comme la collection de Glénat qui reprend les nouvelles d'origine de Howard. C'est ainsi que j'ai découvert le travail de Mathieu Gabella, auteur de Au-delà de la rivière Noire, l'une des meilleures nouvelles du Cimérien. Je suis ravi d'accueillir Mathieu afin de parler de BD, son monde, ses secrets, ses coulisses, et de rentrer dans le concret de ce qu'implique être scénariste de bande dessinée. Comment on fait une BD ? Ah, direct. Ah ouais, cash. Comment on fait une BD ? Ouais, Et avec moi, on l'a fait forcément à deux, puisque je ne sais pas dessiner, je ne suis que scénariste. Ouais. Attention. déjà bien. Donc, ça peut venir d'une idée à moi, ça peut venir d'une commande d'éditeur, maintenant que je suis installé, entre guillemets. Ouais. Ça peut venir d'une idée de dessinateur, d'une envie, et moi j'ai envie de bosser avec le dessinateur, donc je lui fais plaisir. J'écris un scénario. À une époque, si c'était une idée à moi, je la développais totalement. Je faisais ce qu'on appelle un traitement, c'est-à-dire un document de 10-20 pages, plus souvent 20, parfois même 30, ce qui pouvait poser des problèmes derrière. Ah ouais. Bien dense. Donc un petit dossier avec les persos, un synopsis. C'était même souvent le synopsis total, parce qu'en fait, tout ce qui est fiche et tout ça, je trouve ça chiant et pas immersif. Et donc, je préférais directement filer une histoire très lisible, agréable à lire, donc vraiment quasiment la continuité dialoguée, mais sans les dialogues, en fait. Donc, c'était un petit roman, limite. Ce qui pouvait poser plein d'autres problèmes derrière, mais par contre, c'était immersif, et je sais que les gens, au début, se disaient « Oh putain, ça va être chiant à lire 30 pages ». Mais après, quand ils commençaient, souvent, ils étaient pris dedans. Donc, c'était pas une si mauvaise méthode. Ouais. Donc, ça peut être ça peut être... je peux faire ça, mais du coup, le faire avec des allers-retours, si c'est plutôt une demande de quelqu'un d'autre. Et après, effectivement, il faut, si ça vient de moi, faut trouver... alors, aujourd'hui, j'ai un réseau d'éditeurs. On trouve un dessinateur, ou alors je trouve le dessinateur, on va voir des éditeurs. C'est la configuration idéale très souvent, parce que tu peux faire jouer un peu la concurrence. Moi, c'est vrai que ça fait 20 ans que je le fais, donc maintenant je commence à connaître un certain nombre d'éditeurs, et c'est vrai que même si j'ai un éditeur qui me suit, Cédric Ilan chez Glénat, avec qui je travaille depuis 20 ans, je lui fais des infidélités. Je vais voir un peu ailleurs, il le sait, je discute avec d'autres personnes, et c'est déjà arrivé à 2 reprises qu'on regarde un peu, on fasse monter un peu les enchères, on lui fasse un peu de concurrence, et puis à chaque fois ça s'est fini chez Glénat en fait. Mais je continue de discuter avec d'autres éditeurs, parce qu'ils sont très sympas aussi, tout simplement. Après, c'est classique chez les auteurs de... C'est classique. Il y a quand même dans les contrats des clauses de préférence. J'ai même déjà vu passer des clauses de non-concurrence. Moi, ça va. Clause de préférence, c'est quoi la différence ? Alors, dans mon secteur, en fait, je peux le comprendre. L'éditeur estime que s'il mise sur un univers, des personnages, il a quand même le droit d'exploiter les premiers tomes. De dire c'est chez nous, point barre. Donc les premiers tomes, tu viens chez nous pour les faire, et après tu peux partir ailleurs. Alors, ça a pu arriver, hein. Moi je crois que c'est Midam avec Kid Paddle qui à un moment s'est barré de chez Dupuis, il est parti tout seul, puis chez Glénat, puis je crois que là il est revenu chez Dupuis. Je dis peut-être des bêtises, mais voilà, il y a des auteurs qui se tirent avec leur licence. C'est assez rare, mais ça arrive. Bourgeon l'a beaucoup fait. Bourgeon s'est barré avec ses univers. Je crois que Bilal
peut le faire. Je me pose la question sur Peters et Skuten, tu vois, la fièvre, les cités obscures. Je ne sais pas si tu vois. Voilà. Donc, mais sinon, les autres disent on mise sur votre univers, donc il nous appartient quand même un peu. Ah, ok. Voilà. C'est la différence avec un producteur de cinéma où lui, il achète vraiment les droits d'exploitation. Alors, ils achètent bien, c'est bien des contrats de cession de droits, c'est-à-dire que tu crées une œuvre, il y a des droits d'exploitation dessus et l'éditeur te l'achète avec certaines limites. Bon, la réalité, c'est que les limites, elles sont très très longues dans l'édition. C'est jusqu'à 70 ans après ta mort, hein, les limites. C'est-à-dire que jusqu'à ce que ça tombe dans le domaine public, en fait, c'est quasiment ça. Franchement, c'est les limites du code de la propriété intellectuelle, très souvent, ce qu'on lit. Okay. Je crois. Pareil, je veux pas dire de conneries, mais moi, j'ai toujours vu ça et j'ai toujours vu des clauses de préférence disant les 4 premiers tomes, c'est chez nous. Okay. J'acceptais ça. Une fois, j'ai vu une clause de non-concurrence où là, carrément, on me disait tu ne feras rien dans un univers similaire. Ah ouais. Et là, j'ai dit loin, non, en fait. Des barbares avec des épées, j'en ferai ailleurs. Donc, voilà. Ce barbare-là, avec cette épée-là, c'est chez vous pour les 3-4 premiers tomes. Tu comptes le nombre de tomes. Hein. Parfois, ce qui arrive, c'est que tu signes le 2e tome et là, on te remontre, c'est encore pour 4 tomes. Et tu fais, non, maintenant, c'est pour 3. Puis le tome d'après, ce sera pour 2. Et puis, on va réduire. Ouais. Voilà. Okay. Donc, tu lis le contrat. Il faut lire les contrats tout le temps. On n'a pas d'agent en bande dessinée. C'est très peu répandu. Ça existe un petit peu, mais c'est assez peu répandu. Les gros vendeurs de livres, de romans, ça existe. Et puis, alors, l'audiovisuel, par contre, c'est quasi systématique. Donc, j'ai un agent pour l'audiovisuel qui, d'ailleurs, fait de la BD, s'occupe pas mal de BD, Christophe Le Danois, mais on s'est mis d'accord sur le fait que j'étais peut-être pas un auteur assez costaud pour que là, il me représente, ce que je peux parfaitement entendre. Il n'y a pas de souci. Donc, je me débrouille comme un grand et ça me va très bien parce que j'aime bien aussi quand même comprendre un peu ce qui se passe. Donc, voilà, pour revenir à la question d'origine, comment on fait une BD, on écrit l'histoire. Alors ça, on peut en parler d'écriture. On l'écrit évidemment on l'écrit pour l'image, et pour un certain médium. Ça, c'est toute une difficulté, écrire pour la BD franco-belge. Moi, je suis un gros lecteur de comics. Ça a été un gros parcours. Okay. Ça a été un gros parcours de se dire, j'adore les bouquins qui font 100 à 150 pages, avec des mises en page éclatées et qui parlent de super-héros ou de trucs complètement tarés, et il va falloir que je fasse du western, de l'heroic fantasy, et que ça soit en 46 pages, avec 7 à 8 cases par page, et c'est tout. Il y a eu tout un travail là-dessus. Tu avais l'impression de mettre un frein à ton savoir-faire. Alors, savoir-faire, peut-être pas, mais imaginaire, oui, totalement. On m'a dit, c'est trop riche, trop dense. Est-ce que Olivier Ledroit, il se pose les questions de savoir s'il y a trop de choses dans je sais pas. Je sais que je suis un de ceux qui fait quand même rentrer au showstrap son scénario. Et dans la douleur, j'ai appris à ne plus faire. Voilà. Dans la douleur, j'ai appris de plus en plus à mieux rythmer, à délayer un peu ce que j'avais, puisque j'en avais trop, et à faire des choses plus fluides. Alors, j'ai mis du temps, hein, mais je sais que mes derniers bouquins, ils sont plus fluides que les premiers, sans problème. Après, on se préoccupe, moi, de plus en plus d'émotions. En bande dessinée de genre, on a envie de rythme, on a envie de pitch assez fort, et puis on a envie que ça bouge. Mais on s'aperçoit quand même qu'on a envie de s'attacher aussi aux personnages. Moi, mon premier succès, c'est un truc qui s'appelle La Licorne, et je me suis aperçu qu'en fait, le méchant était plus intéressant que les héros. Et ça, tu t'en aperçois avec le recul, en fait. Donc, t'apprends ça aussi, à caractériser des personnages et puis à leur faire subir des trucs qui font qu'on va les aimer. Donc ça, c'est pareil. J'apprends ça sur la durée, en fait. Voilà. Et une fois qu'on a écrit ça, qu'on a mis en forme tout ça, le dessinateur ou la dessinatrice vient, et l'éditeur aussi, et on va effectivement, il y aura un travail de collaboration. Moi, souvent, c'est sur le board. Je propose un découpage. On fait un découpage comme en audiovisuel. Le scénariste, là, pour le coup, souvent le scénariste découpe. Parfois, ça peut être... parfois, ils le font pas. Parfois, il y en a qui disent juste, dans la page, là, il se passe ça. Moi, je fais case par case, avec les dialogues, et je dis simplement, voilà ce qui se passe, et je dis, avant, je disais carrément, le plan, c'est ça, et les dessinateurs me faisaient, mec... laisse-moi bosser. C'est quand même... Il y en avait qui disaient, ça, c'est ma partie. Moi, je disais, bah oui, mais moi, j'ai quand même des plans en tête. Et c'est devenu un dialogue. Ça pouvait être un bras de fer, c'est devenu un dialogue. Ça, c'est pareil. Mais tu as toujours une idée visuelle, en tout cas. En fait, maintenant, je résume ça à... sur une page, une scène va prendre souvent 3-4 pages, et sur une page, il va y avoir les plans emblématiques de la scène, ceux qui résument les enjeux.
Et voilà, cette case-là, ou ces 2 cases-là par page, je veux qu'elles soient importantes. Donc, je dis, ces cases-là sont plus importantes. Je les mets en gras. Et toutes les autres cases, je dis simplement quelle est l'action, l'information qui passe, l'émotion qui passe. Débrouille-toi. Construis autour des grandes cases. Fais ce que tu veux. Et je vois après arriver les storyboards, donc les découpages page par page. Et là, on discute. Et c'est vraiment une discussion. Et il y a des allers-retours maintenant, plus qu'avant, sur mes scénarios. Avec l'éditeur, avec le dessinateur, parce qu'en fait, parce que tu comprends qu'en fait, t'as pas la science infuse et qu'il te faut du recul. Et moi, je l'ai plus. Très, très vite, je ne l'ai plus. Et j'ai besoin de gens qui me disent attention, trop compliqué. J'ai pas compris cette scène. Lui, ça, on en a rien à foutre. Ça dégage. Ouais. Et tu le prends pas mal. Voilà, teamwork. Voilà, ouais. Voilà. Et c'est pareil avec le dessinateur et c'est pareil avec le scénariste. Donc ça a pu être conflictuel au début. C'est devenu, avec le temps, beaucoup plus apaisé, quoi. On est là pour essayer de faire la meilleure BD possible à partir d'un scénario où j'ai écrit et qui faisait envie aux autres ou d'une envie commune. Et voilà, il roule. Et ça prend... à dessiner, ça prenait 1 an. Le milieu a évolué. Moi, les gens avec qui je travaille, ils ont vieilli comme moi. Ils ont besoin de sous. Donc maintenant, ils sont un peu plus longs parce qu'ils font d'autres trucs à côté quand même pour manger. Parce que la BD, la BD, ça marche quand même un peu moins qu'avant. Faut être tout à fait honnête. En fait, c'est passé... Il y avait une classe moyenne d'auteurs de BD dont j'ai fait partie. Tu pouvais avoir d'assez bonnes ventes sans être Jean Van Damme. Cette classe moyenne a quand même un peu disparu. Il y a une raison particulière ou... C'est l'évolution naturelle du milieu. Alors, il y a plusieurs raisons qui sont identifiées. Une concurrence croissante de plein d'autres médias. C'est-à-dire qu'on était les seuls à une époque à proposer de l'heroic fantasy, du space opéra, etc. avec les films américains, point barre. T'as l'arrivée du jeu vidéo, t'as l'arrivée des streamers. Les streamers ont vraiment inondé de contenu, et notamment de contenu visuel important, cher. Et tu te dis... Déjà, à l'époque, on nous disait les BD, c'est quand même cher. 15 balles déjà, à une certaine époque. 10-15 balles, maintenant plus près de 20. Pour 20 minutes de lecture, parfois seulement. Alors, maintenant, on joue sur d'autres formats. Le format a évolué en réponse à ça. Mais à une époque, ça pouvait se lire en 20-30 minutes. C'était un peu cher. Et en face, pour le même prix, tu as 1 mois de streaming sur Netflix. Donc, tu es perdant. Là-dessus, t'es perdant. Après, il y a les problèmes de pouvoir d'achat des gens. Donc, la bande dessinée souffre un peu de ça. Après, la bande dessinée a quand même évolué dans les sujets qu'elle explore. C'est-à-dire que, par contre, il y a tout un pan de BD de non-fiction, documentaire, qui est apparu, qui se vend très bien. Alors, pas tout, mais il y a des trucs qui cartonnent. Un monde sans fin, hein, c'est la référence. Le Thomas Pesquet de Marion Montaigne. Et puis, même en BD de genre, les formats ont évolué. Alors, le truc qu'on appelait noveux depuis très longtemps. Je parle, hein, mais Avec plaisir. Vas-y, je t'écoute avec grand plaisir. Parce que là, pour le coup, je connais rien du tout. Donc non, mais il n'y a pas de souci. Mais tu me dis quand tu veux poser une question. Il n'y a pas de problème. Je lève le doigt, comme en classe. Non, mais c'est vrai que je suis souvent comme ça, en fait. Je pète le fil des interviews parce que... Mais non, le format a évolué un peu en réponse à ça. Et on rêvait tous d'avoir plus de pages. Et on nous disait ça pose un problème de coût. Ouais. Ça pose un problème de coût de l'objet, de coût de fabrication derrière. Et en fait, maintenant... La grosse pagination, on voit apparaître des choses comme 1629 de d'Horizon, par exemple, qui est un bouquin qui doit faire entre 70 et 100 pages. Un très bel objet avec une couverture hyper travaillée et tout, qui pèse son poids et qui coûte son prix, entre guillemets, mais ça marche, ça cartonne. Parce que là, les gens ont à manger. Donc, ils sont prêts. Il y a toute une partie du lectorat qui est prête à mettre 30-40 balles dans une BD de genre. Mais est-ce que justement, c'est pas devenu un truc de collectionneur maintenant, la BD ? Ça l'a toujours été et c'est encore pire maintenant. Voilà, je dirais ça. C'est accentué, ouais. Ouais. Okay. Ça s'est accentué, je pense. Et effectivement, maintenant, il y a une espèce d'énorme niche qui est capable de mettre un bon petit prix dans des bouquins, mais seulement dans ces bouquins-là. Donc maintenant, on est vraiment passé d'un ce qu'on appelle un marché en pyramide, c'est-à-dire quelques auteurs qui vendent des centaines de milliers, puis ensuite des gens comme moi qui vendent quelques dizaines de milliers, puis ensuite plutôt en dessous de 10 000 ou de 20 000. On est passé de ça à quelques auteurs qui vendent des centaines de milliers, voire un peu plus, et des gens qui vendent en dessous de 10-15 000 et 5 000 et c'est tout. Et vraiment, ça a disparu, les ventes moyennes. Ça n'a pas totalement disparu, mais il y en a beaucoup moins. Voilà. Ok.
J'en profite parce que tu as parlé de tome. Grosso modo, nous on dit album, tome. Il y a une différence entre les deux? L'album, pour moi, c'est plutôt l'objet. Le tome, ça s'inscrit dans une série, en fait. Tome 1, tome 2, tome 3. Voilà. Tu as des séries en 5 tomes. C'est 5 albums, c'est 5 objets. Ouais. Mais effectivement, tu as maintenant des séries, tu as maintenant des récits complets, donc on peut pas vraiment dire que ce sont des tomes. Je dirais que ce sont des albums, des récits complets en un seul album, par exemple. C'est un petit peu des synonymes quand même. Oui, tout à fait. Ouais. Okay. Et c'est vrai que le tome va plus caractériser l'épisode, en fait. Okay. C'est le nom, c'est ça. C'est le synonyme d'épisode en bande dessinée, là où album, c'est l'objet, quoi. Ok. Et j'en profite aussi pour préciser qu'on dit bien tome pour un livre et tome pour du fromage. C'est ça. Moi, je dis tome. Parfois, je sais que tout le monde n'est pas d'accord, mais moi, je dis tome. Non, apparemment, c'est bien ça. En tout cas, c'est ce que je fais dire dans The Elder Scrolls. Alors, à tous mes comédiens, donc dis donc. Ok, génial. Alors, j'ai une première question parce que c'était juste là. Mais c'est souvent comme ça avec moi, pardon. T'inquiète, plaisir. Attends, je te dis, on a beaucoup à parler, donc voilà. Aujourd'hui, on est là pour causer BD, ça tombe plutôt bien puisque tu commences ton périple à la plume par la BD, toi. Pourquoi tu t'es tourné vers ce média pour raconter tes histoires ? À la base, moi j'étais un passionné de cinéma. Et en fait, la bande dessinée est venue à moi par le biais d'un copain. Donc moi j'ai fait des études d'ingénieur, mais pendant ma classe prépa, j'ai joué beaucoup aux jeux de rôle. J'ai joué un peu avant, mais j'ai joué... Et le jeu de rôle est une... Voilà, le jeu de rôle est... Bien sûr. Un truc auquel tous les gens qui écrivent ou qui aiment l'industrie culturelle, il y en a beaucoup qui vont jouer au jeu de rôle. Tout. Donc, moi, je jouais à Donjons et Dragons. Ouais. Donc, je suis content. C'est tout alors, essentiellement Donjons et Dragons. Moi, j'ai essayé de diriger sur Vampire. Ah oui, la mascarade. Voilà. Bien et sûr. En fait, j'étais un maître du jeu assez moyen parce que fallait beaucoup travailler et j'en avais pas très envie. Fallait bien préparer. Et j'avais un pote qui s'appelait Mathieu, comme moi et toi, qui lui était un maître du jeu excellent parce que, très bon narrateur, mais aussi gros bosseur, gros préparateur. Et franchement, j'aurais plutôt misé sur lui pour devenir scénariste et moi continuer mes études d'ingénieur, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Et en fait, on jouait avec notamment son frère, un quatrième copain qui est parti en Angleterre. Mais un autre Mathieu. Son frère, Christopher. Et son frère, Nicolas, lui, est devenu dessinateur. D'accord. Et en fait, on était rouennais, de Rouen, et lui a été repéré dans un concours de dessin Fnac par un petit éditeur qui s'appelait Petit à Petit. Et il me dit, j'ai bien aimé ton histoire de vampire. Bon, moi j'avais dit, mais on l'a pas fini, et puis c'était à moitié foireux. Oui, mais j'ai bien aimé, et j'aimerais bien que tu m'en écrives une. Très bien, moi j'étais en train d'étudier la mécanique des fluides et des structures, résistance des matériaux, tout ça. Et c'est donc, bien. La création. Non mais voilà, et en fait, je m'étais payé mon premier voyage tout seul en pays Qatar. Et j'avais trouvé ça super, et j'aimais beaucoup tout ce qui réexpliquait l'histoire. Alors, pas complotiste, mais j'aime le plaisir de se dire, tiens, il y a des zones d'ombre. Assumer, il y a des zones d'ombre, allez, on se fait plaisir. Ouais, c'était le Graal. Ils avaient planqué le Graal à Montségur et tout ça. Et donc, j'ai écrit, ma première histoire que j'ai écrite, c'était sur... je m'étais beaucoup renseigné sur le siège de Montségur et tous les faits du siège de Montségur, donc Montségur, 1244. Un siège des hérétiques cathares, assiégés par l'armée française, etc. et tout. Épique, avec des trucs de fou. L'histoire a amené une dramaturgie naturelle, mais en plus, il y avait des mystères. Il y avait des mecs qui étaient partis et qui étaient revenus alors qu'ils savaient qu'ils allaient mourir. Incroyable. Et donc, j'ai écrit cette histoire-là où j'invente ce qui s'est passé et ce qui cachait. Et il l'a fait lire à son éditeur. Et je m'en souviens, quand j'ai rédigé, j'étais en Allemagne en train de faire tourner des simulations de chambres de combustion. Je me faisais chier en crever. Tu changes des paramètres, tu fais tourner ton truc. Et à côté de ça, tu écris ton histoire. Comme quoi, c'est arrivé à point nommé. Voilà. C'était horrible. Et en fait, le mec aime bien. Et à l'époque, son employé, c'était toujours mon éditeur aujourd'hui, qui est chez Glénat maintenant, Cédric Quillan. Et du coup, Cédric, que je rencontre à cette époque, me dit, tu sais raconter une histoire, mais il va quand même falloir que tu t'exerces un peu plus avant, notamment sur le découpage. Oui. Donc, petit à petit, je faisais des poèmes en bande dessinée, des contes en bande dessinée, des chansons en bande dessinée. C'était des albums collectifs. Il y avait pas mal de dessinateurs. Olivier, l'éditeur, le patron, faisait un certain nombre de scénarios lui-même, mais il avait besoin de monde pour découper des trucs, et c'était une manière de s'exercer. Donc, c'est mes premiers découpages.
Mes premières petites inventions, petites histoires collées sur des poèmes et tout. Chouette école. Voilà. Et puis, une fois que j'en ai fait un certain nombre, ils m'ont dit, avec Nicolas, allez-y, faites votre premier album cartonné et tout. Donc, c'était Montségur, La Chute. Voilà. C'est la première fois qu'on m'a dit, et pas la dernière, j'ai lu ton truc, est-ce que tu peux me filer un tube d'aspirine Bon, je l'ai pas lu, j'en ai relu d'autres et je me suis dit, ouais, c'était dur quand même. Quoi, trop de texte ou... Beaucoup d'effets narratifs, un univers très chargé, très riche. Et en fait, j'ai appris l'expression vraiment sur le tard, en 2018, où je me suis dit, voilà, il a très bien verbalisé le problème. Hiérarchisation de l'information. Oui. Voilà, vraiment essayer de disséminer les bonnes infos au bon moment. Moi, je faisais des scènes où je balançais tout et je me disais, prends le temps de lire et tu verras, ça se passera bien. C'est pas comme ça qu'on lit de la BD. C'était scène d'expo sur scène d'expo. Ah putain, ouais. Ou alors je mélangeais, etc. et tout, et où je faisais des scènes d'exposition où je balançais 4 infos clés dans le même dialogue. Ouais, le mec faisait, non, là, faut prendre le temps et tout. Voilà. Donc ça a été mon gros problème assez longtemps. Et les mesures du temps. Et ça, tous les gens qui l'ont lu m'ont dit, mais elle est chouette celle-là, t'en parles jamais, mais elle est chouette, donc j'en parle. Voilà. Et elle était pas mal. Sur une idée de Cédric, l'éditeur, qui n'avait pas le temps de l'écrire, qui savait pas comment faire, et donc il me file l'idée, je fais, il me voulait que je fasse un truc un peu poétique et tout, et je me disais, oui, mais moi, je suis plus dans les mécaniques, dans l'horlogerie et tout, et je l'ai fait. Et il m'a dit, non, mais en fait, ça me plaît quand même. Et donc, on a fait l'album, j'ai fait 3 albums chez eux, et puis j'ai proposé une série de super-héros avec un copain de Nicolas, le dessinateur, qui s'appelle Mathieu Ménage MM, qui lui continue de faire carrière. Nicolas est parti dans le dessin animé, mais et avec MM, un truc qui s'appelait Idole, qui n'a pas marché non plus, mais qui m'a ouvert les portes de Delcourt. Voilà. Oui. Et en fait, j'arrive ensuite au vrai début de carrière. En gros, je fais mes armes chez Petit à Petit, et chez Delcourt, je fais La Licorne. Et La Licorne, malgré tous ses défauts, c'est très bien vendu, avec Anthony Jean. Je voulais faire un truc sur l'histoire de la médecine, mais réinventer la découverte du corps humain, en fait, au moment de la Renaissance. Et ça a très bien marché. Et là, j'ai pu commencer à avoir des tarifs, j'ai pu commencer à vraiment m'y consacrer, à en vivre. Et c'est avec ça, c'est à partir de 2006, je finis mes études en 2001, et en 2006, je commence à toucher des bonnes avances et des vrais relevés de droit. Et voilà. Et La Licorne, ça s'étale sur 6 ans, je crois. Il y avait 4 tomes qu'il fallait faire quand même. Et puis, et à côté de ça, on m'a commandé d'autres trucs. Voilà. J'ai commencé à avoir du réseau. Voilà. La Licorne m'a vraiment amené la professionnalisation en BD. Eh bien, merci La Licorne alors. Oui, exactement. T'aurais fait les arts et métiers à Lille avant de te consacrer à l'écriture en 2001, l'Odyssée de l'espace insécable. Ouais, tout à fait. Pourquoi ce choix ? L'Odyssée de l'espace insécable, c'est quoi ça ? Non, parce que 2001... Non, en fait, quand j'étais comme je disais, c'était la BD, mais ma passion, c'était le cinéma. Et à un moment, je me suis vraiment posé la question, quand j'ai fait mon 3e cycle, de tenter peut-être la Fémis. J'ai pas fait, et je me suis dit, avec la BD, ça va cartonner, parce que je suis Mathieu Gavella, c'est tout. Et après, Hollywood, quoi. Voilà, carton, Hollywood. Bien sûr. Bon, voilà, c'était il y a 20 ans. Et... et pas Hollywood. Et je pense qu'en fait, il y avait quand même une part de moi qui voulait créer, mais qui à la limite se disait, ingénieur, c'est un métier sérieux, mais ça peut être un métier créatif. Donc, je vais bien réussir à créer, mais sans déconner, peut-être pas des robots géants, mais des trucs cool. Ça va être super. Et je pense que c'était du 50-50. Je le fais parce que c'est un peu la norme, parce que c'est prestigieux, parce que c'est une école dont on m'a beaucoup parlé. J'avais un vieux cousin qui l'avait faite. Parce que ingénieur, c'était un métier qui me tentait, que j'aime bien. J'aime toujours la science et la culture scientifique. Je suis content d'avoir un petit bagage là-dessus. Et puis 50% de fantasmes sur le métier, où je me disais, au pire, je créerais des avions, et c'est super, les avions, ça vole. C'est vraiment très, très chouette. Et je me suis retrouvé effectivement à faire 2 stages dans les avions. Un qui était plutôt chouette, et un autre qui a achevé de me dégoûter du truc, en fait. Pour une raison particulière. C'est-à-dire que déjà, après la prépa, tu bouffes des maths et de la physique et que de la théorie. Tu arrives en école et tu te dis, super, on va enfin mettre en application. Et en fait, pas tant que ça. Les seuls trucs appliqués, c'était la fabrication, et ça, c'est... Tu rebouffes des maths, en fait. Tu rebouffes des maths, et puis quand tu appliques,
tu bricoles pas ton robot à toi ou quoi que ce soit. Ça aurait pu être rigolo. Non, c'était pas ça. Ce que tu fais d'appliquer, c'était de la fabrication aux arts et métiers. Et moi, je n'étais pas fait pour ça. La fabrication, c'est des machines d'usinage. Ça fait beaucoup de bruit. C'est très, très effrayant. Et moi, quand j'étais en prépa et qu'il y avait de l'usinage, un jour, j'ai laissé, tu as un tour, ça tourne très vite, puis tu as un outil qui taille le métal, et à un moment, il faut que ça s'arrête, l'outil. J'ai peur déjà. Et j'avais pas mis ce qu'on appelle la butée, et donc l'outil est allé taper dans la base de la machine, le mandrin qui tient la pièce et tout, ça faisait un bruit épouvantable. Et tu sais, tu as un arrêt d'urgence. Moi, mon réflexe, ça a été de me mettre les mains sur les oreilles et puis de me voûter comme ça. Voilà. Donc, j'étais pas fait pour ça. Voilà. J'ai fait des visites d'usines et tout. Il y a eu une explosion nucléaire. Non, et depuis, on t'appelle Homer Simpson. Le prof est arrivé en courant et a appuyé sur le bouton. On a fait, mais enfin, c'est quoi ce bordel ? Faut appuyer sur le bouton, quoi, c'est tout. Voilà. Donc, j'étais pas fait. Tout l'aspect technique, en fait, me fascinait. Et en fait, j'étais pas fait pour ça. Voilà. Et j'ai continué de fantasmer un peu. En fait, Nicolas et son envie de faire de la BD, déjà, sont arrivés au moment où je finissais les arts. Et en fait, il m'a ouvert, sans le vouloir, il a ouvert un truc parce que je me suis dit, putain, mais lui, il se lance dans un truc artistique, il va le faire et tout. Et ça, ça a été quand même un gros déclencheur. C'est marrant que ta voix, elle se soit ouverte à toi par le biais de l'amitié. Ouais. Plutôt que d'un choix conscient. Mais je pense qu'en fait, ça, c'est des boutons. Mais c'était là. L'envie était là. Mon père a cultivé chez moi l'amour du cinéma, du fantastique, du genre. Je lisais, je jouais aux jeux vidéo, je jouais aux jeux de rôle. J'allais voir des films. Regarder X-Files avec mon père. Moi, l'année où je redouble et où je commence à vraiment bosser pour essayer d'avoir le concours, d'avoir mon école, le samedi matin, on a nos contrôles. Moi, je suis déjà fin prêt, souvent le jeudi soir et tout, parce que je me suis mis à bosser à mort. Et pourtant, mon père me dit, oui, d'accord, t'as ton contrôle demain, mais viens, on va regarder X-Files. Et moi, j'y vais. Donc, j'ai été biberonné à ça. Ouais. Je pense qu'il s'en est peut-être un peu mordu les doigts parce qu'il s'est dit, putain, mais pourquoi il fait ça ? Mais c'était lui. C'est lui qui m'a complètement biberonné à ça. Et donc, c'était là, en fait. Et quand je vois donc Nicolas se lancer là-dedans, je me dis, mais c'est ça que je veux faire, en fait. C'est trop cool. Ouais. Moi aussi, alors, je sais pas dessiner et j'aurais pas la patience d'apprendre, mais par contre, raconter des histoires, ouais. Et quand j'ai commencé à en faire une première, je me suis dit, mais j'y suis arrivé, donc je peux en faire une autre et encore une autre. C'est bon, j'en ai fini une. Donc, voilà. Et ça s'est lancé pendant la fin de mes études. Et après, je finissais pas encore mes études et l'éditeur me disait déjà, il y a un truc. Donc ça aussi. Et puis le dernier signe de l'univers, enfin il est double. Je fais un stage à la SNECMA qui fabrique des moteurs d'avion où je me dis ça c'est le fantasme ultime, ça vole, puis c'est très compliqué, il y a plein de choses dedans, ça va être super. Plein de boutons. Voilà, et il y avait des différents domaines, de la chimie de la combustion, de la méca flux et tout, et je me disais c'est compliqué donc c'est cool. Et mine de rien, j'étais dedans quand même. Et en fait, ça a beau être impressionnant un moteur d'avion, en fait, on est 150 000 à bosser chacun sur un boulon. Et j'ai compris qu'en fait, après mon stage pendant 4 mois, j'ai compris que je bosserais sur un boulon pendant 5 ans. C'est un autre mec qui me l'a verbalisé, qui était passionné encore plus que moi, qui a dit je crois qu'en fait, on va bosser pendant 5 ans sur un boulon, et les 5 années d'après, on bossera sur la pièce qui est tenue par le boulon. Wow. Et là, je me suis dit non, ça va pas être possible. Pas rêver, non, c'est clair. Je pourrais pas. Mais il y a des gens qui le font. Hein. Et à la fin, ils sont très fiers parce qu'effectivement, tous ensemble, ils ont construit un truc très sophistiqué. Mais moi, je voulais être le patron. Mais tant mieux que ça convient à plein de gens, en fait. Non, mais tout à fait. Mais ça convient pas à tout le monde. Mais c'est vrai que moi, c'était pas pour moi. Et puis, pour finir, il y a eu septembre, ça s'est passé en 2001. Et moi, je me posais de vraies questions. J'écrivais des trucs tout en lançant mes simulations. Il y a eu des histoires d'avions en septembre 2001. Et les maîtres de stage me regardaient, prendre des notes et regarder ce que je faisais. Ils devaient voir Hulk ou des trucs comme ça, parce que j'écrivais mon truc de super-héros. Ouais. Et il devait se dire, il fait quoi ? Et il voyait bien que les simulations avançaient, mais que ça ne me passionnait pas. Et il y a le 11 septembre, et la SNECMA annonce que de toute façon, tous les embauches sont gelées. Et je me dis, vas-y, quoi. C'est un signe définitif. Je suis un jeune de 15 ans ou un moins jeune de 40 ans, je kiffe la BD. Comment je dois m'y prendre pour devenir scénariste ? D'ailleurs, on dit scénariste ou auteur pour une BD ? Scénariste, je crois que c'est les bibliothécaires vont dire auteur. Quand on écrit, pour moi, on est scénariste de bande dessinée et le dessinateur comme les scénaristes sont auteurs de la bande dessinée. En fait, voilà, moi je le vois comme ça. C'est vraiment une création commune. Auteur, quand on regarde le statut, c'est vraiment auteur graphique comme auteur littéraire. Donc voilà. Pour répondre à ta question.
Aujourd'hui, comme pour tout dans l'industrie culturelle, faites une formation. Voilà. Alors, une formation de scénario de bande dessinée, ça n'existe pas. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Mais Tu les vas où? formations de scénario, ça existe. Et D'accord. en fait, je pense que mine de rien, c'est encore ce qu'il y a de plus adapté. Donc, il y a des choses comme le CEA, évidemment, qui forment à la série, à l'animation et au film. C'est quoi Voilà. le CEA? CEA, Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle. D'accord. Donc, non ronflant pour une très bonne école. Parce que Ok. moi, j'ai fait un certain nombre de formations après. J'ai quand même voulu... on se formait beaucoup sur le tas, nous, les scénaristes, en se partageant des infos, des bouquins et tout. Donc, il y avait les bouquins des Quand tu théoriciens dis nous, les américains. scénaristes, on a l'impression que c'est une guilde. Il y avait mine de rien, moi je suis arrivé à une époque où la bande dessinée ça marchait pas trop mal, ça s'est mis à marcher assez vite pour moi, et tu te fais vite du réseau, et t'es vite accepté, et ça marche plutôt, enfin voilà, il y avait une bonne ambiance. L'ambiance s'est un petit peu détériorée quand les ventes ont baissé, et les gens se sont tendus, ça c'est clair, mais il y avait quand même, aller en festival, c'était discuter assez facilement avec, mais même des vieux auteurs qui pouvaient faire des très très grosses ventes. Et du coup, on discutait pas mal de notre métier, de notre pratique. Et en termes d'écriture, je pense qu'on est nombreux dans l'écriture de BD à avoir lu des gens comme Robert McKee, Story, qui est un théoricien américain, Anatomie du scénario de John Truby et tout. Mais à un moment, moi, je voulais vraiment faire de l'audiovisuel. Même en parallèle, je tentais. J'ai fait un petit peu d'animation et j'avais envie de me rassurer. Et donc, j'ai fait le séminaire Maquis avec Mathieu Mariol. Yeah. J'ai fait qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Et puis après, j'ai fait des formations, des vraies formations au CEA, des formations courtes, mais courtes, longues en fait, parce que j'ai fait un truc qui s'appelle le Grand Atelier Série de 3 mois. 3 mois à travailler sur son projet de série télé. J'ai fait des formations d'écriture de polar, parce que la fiction française en mange beaucoup. Quand tu dis formation, c'est un truc vraiment qui est autofinancé ou... Alors c'est ça, nous aujourd'hui auteurs, quand tu as le statut, quand tu as touché des droits d'auteur et tout, tu cotises pour un truc qui s'appelle l'AFDAS, qui est un organisme de formation professionnelle, et on te finance tes formations. Donc moi à part le séminaire Maquis qui coûtait 500 balles, tout le reste, ça coûtait très cher et j'ai été financé pour le faire. Et donc tu rencontres des intervenants, des scénaristes pros, qui vont t'expliquer, eux, quels outils ils ont développés. Donc voilà, Fanny Herrero, elle donne des cours à la FEMIS, mais moi j'ai eu Vincent Poimiro qui avait fait un truc sur des séminaristes sur Arte. Voilà, on voit plein d'intervenants qui nous expliquent comment ils créent, comment ils écrivent, et comment ils écrivent pour l'image et la série, qui nous décrivent le marché. On voit des producteurs, on voit des diffuseurs aussi. Et en fait, c'est très orienté, toutes ces formations sont très orientées audiovisuelles, mais elles sont intéressantes quand même pour tout ce qui est outils d'écriture. Et puis, mine de rien, la BD n'est pas du cinéma ou de la série sur papier, mais il y a quand même un certain nombre de choses communes et d'outils communs. Quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour exceller dans ce domaine ? Il y a des qualités que j'ai pas et d'autres que j'ai. La discipline, je ne l'ai pas. Donc on peut faire sans. C'est ça que c'est. On peut faire ça, en fait, il faut compenser par la persévérance. Voilà. Moi, je sais que je peux être très long pour accoucher d'un truc, mais que quand je me suis dit que j'accoucherais d'un truc, j'accoucherais d'un truc. Donc il y a des projets, ils ont mis 10 ans à se mettre au point, mais à un moment, j'ai fini par finir le projet et je l'ai présenté aux éditeurs. Il y a des trucs dont je parle depuis des années avec des éditeurs. Ce jour-là, ils sabrent le champagne. Et j'ai dit, j'ai passé 3-4 jours il y a 5 mois. Et voilà. Donc, je commencerai par la persévérance. Et ça, le problème, c'est que c'est pas une qualité, en fait. Tu l'as ou tu l'as pas. Et en fait, il y a vraiment un truc où tu as un appel, et c'est ce qui m'est arrivé vraiment, où c'est ça que tu veux faire et rien d'autre. Voilà. Moi, passer une nuit blanche à regarder le plafond en disant mon Dieu, mais je vais changer de vie, et c'est tout. Et ce que je devais faire, et ce à quoi je me suis consacré pendant 5 ou 6 ans, je vais le foutre à la poubelle et je vais devoir annoncer à mes parents, à mes futurs beaux-parents. J'avais le soutien de celle qui allait être ma femme, mais ça a été plus compliqué pendant plusieurs années avec les autres. Et tant pis, t'y vas quand même. Et ça, voilà, il faut l'avoir. Cette motivation qui n'est pas du tout une décision, qui est « c'est ça que je veux faire » et c'est tout. C'est ça le premier truc. Ensuite, la discipline, moi, je trouve c'est compliqué, mais il faut l'avoir. Il y a des gens qui rendent, il y a des gens qui bossent, il y a des gens qui vont, par exemple, qui font de la commande, mais qui écriront du on-spec, donc leur projet à eux, une fois par an. Ils tomberont un texte, un projet de roman, un projet de BD, un projet de série, mais pour eux.
C'est ça que ça veut dire on-spec, ça veut dire un truc à toi spéculatif. Donc c'est de l'écriture spéculative, c'est pour toi. C'est un projet que tu iras vendre. C'est pour ça qu'on dit spéculatif, tu iras le vendre au plus offrant. C'est une expression américaine pour dire en fait tes projets personnels. Okay. Mais il y a des gens qui vont obtenir de la commande en série télé, ça existe. On sait que les gens, par exemple, qui bossent sur des quotidiennes, comme Plus belle la vie, Demain nous appartient, ils gagnent très bien leur vie, mais c'est le risque de s'y enfermer. Et du coup, ils font plus leur projet perso, alors qu'il y a quand même une vocation derrière. Donc, la discipline, mine de rien, c'est quand même intéressant parce qu'on attend de toi que tu livres à l'heure, ou en tout cas que tu livres pas trop en retard. Donc voilà, moi je suis un procrastinateur et quand le dernier moment arrive, là je bosse comme un chien et là je livre un peu en retard mais jamais trop. T'as des deadlines ? Parce que c'est quoi le dernier moment en fait ? Ouais, en BD t'as des deadlines parce que notamment si tu proposes un projet de série, le lecteur, il attendra pas 5 ans. Ouais. Alors parfois, il y est forcé, mais tu vois tout de suite les chutes de vente quand tu attends trop longtemps. C'est quoi la bonne période entre deux Les gens ont été habitués à 1 an et demi, et c'était déjà trop pour eux, mais le public BD franco-belge s'y habituait. C'est ça. Ça a changé, ça aussi, ça fait partie, je pense, des facteurs qui font que la BD franco-belge, à un moment, a décliné un peu. Tu as le manga, qui arrive très vite. Tu as les one-shots, où tu as un récit complet. Pourquoi attendre 1 an entre chaque album ? Donc, et puis, on voit peut-être apparaître des séries où tu vas avoir des grosses paginations qui vont poser encore d'autres problèmes de discipline de la part des auteurs. On voit apparaître des dessinateurs capables de bosser en équipe. En animation, c'est naturel. En BD, c'est quand même le règne de l'auteur, du projet personnel ou du duo. Tu parles d'un Elric, par exemple ? Ah ben Elric, oui, mais tu vois, Elric, alors je vais pas rentrer dans les détails, mais Elric, l'écurie, on peut voir sur les couvertures que ça a beaucoup changé. Voilà, et ça pose ces problèmes-là. Là où tu as d'autres groupes qui, de manière assez organique, fonctionnent bien. En BD française, on a une vision très très autorisante de la BD, même quand on fait du genre, quand on fait du populaire, etc. et tout, c'est quand même notre truc à nous. On a du mal à bosser à plus qu'à 2. Même à 2, il peut y avoir des frictions. Les Italiens et les Espagnols, eux, ont une culture beaucoup plus pro, avec d'autres défauts, mais beaucoup plus groupe. Guarnido. Alors, Guarnido, je pense que ça fait partie des rares, justement, à bosser tout seul. Mais par exemple, moi, je bosse avec pas mal d'Italiens, et en fait, les mecs bossent en groupe, et tu le sais pas forcément. Ils te le disent après. Ils disent, est-ce que tu as vu des différences ou pas ? Et tu fais, non. Bon, parce qu'en fait, on était 4. Et en fait, pourquoi pas ? Du moment que le résultat est là, ils vont plus vite, ils s'entendent bien, ils sont habitués à le faire. Allons-y. Les Français s'y mettent un peu. Moi, j'ai l'impression plus difficilement, mais on sait qu'il y a au moins un groupe qui est connu pour ça, qui arrive très bien. Je pense que d'autres vont s'y mettre, mais ce ne sera pas le modèle dominant, c'est juste que... voilà, donc la discipline, pareil, pour les collaborations graphiques, scénaristiques, les gens qui écrivent à plusieurs, ça existe aussi. Les 5 terres, ils sont 3. Le scénariste qui s'appelle Lewin, en fait, c'est 3 personnes. Ensuite, et je dirais, pour boucler sur cette question, après cette digression sur la discipline, le réseau, la formation, ça j'en ai parlé, il faut se former. Faire du réseau, être proactif dans le réseau. Quand je te parlais de discipline, être proactif dans l'écriture pour soi, pour avoir des choses à présenter et à montrer quand tu fais du réseau. Un mec qui dit « Ouais, t'as l'air très sympa, mais qu'est-ce que je peux lire de toi ?» Ouais, pas faux. Ça, on te le dira, toujours. Tu es dessinateur, tu as un book à montrer. Si tu dis « Moi, je suis dessinateur de BD et que t'as rien à montrer », c'est... super, t'es très gentil, mais je veux voir tes dessins. Tu dois venir avec des pages finies. Quand tu vas voir des éditeurs, tu dois venir avec des pages que tu as faites souvent en formation. Le CEA, par exemple, les mecs sortent du CEA avec... un book. Alors, c'est une espèce de book scénaristique, mais en fait, la continuité dialoguée d'un film, donc 120 pages de dialogue, etc. Ouais, c'est top. Plus une bible de série. Et je crois peut-être même 1 ou 2 épisodes d'animation. Donc, ils arrivent... moi, tout auteur de BD certifié que j'étais, j'ai fait optionner un projet sur lequel le développement traîne un peu, mais on est toujours dessus. La première chose que me demande le producteur, c'est « Ok, tu t'es formé, ok, ta BD est super cool et je vais l'optionner, mais tu veux écrire l'adaptation avec moi, montre-moi ce que tu as fait. » Et j'avais un film à lui faire lire et j'avais une bible de série à lui faire lire. Okay. Donc, proactif dans l'écriture, proactif dans le réseau. Et se former continuellement. Et la dernière chose, connaître le marché.
Très important aussi. Ça sert à rien. Comment on connaît le marché? On discute en faisant tout ça, tout se mélange. Tout le réseautage. Tout se mélange. C'est-à-dire que quand tu vas écrire des trucs, les mecs vont te dire c'est super, tu comprends un certain nombre de choses, mais par contre, tu n'as pas compris le marché. Alors, exemple typique. Quand tu dis les mecs? Les producteurs, tes auteurs à qui tu fais lire, les gens que tu rencontres, que ce soit des producteurs qui vont te donner du boulot ou des auteurs qui pourraient bosser avec toi ou qui sont juste copains avec toi et qui acceptent de lire les trucs que tu as fait, c'est eux qui vont te donner une perception du marché. Et puis, quand tu vas chercher l'information, que tu fais des conventions, tu vas dans des syndicats, tu vois les diffuseurs. Moi, j'ai fait... alors, en formation, j'ai vu des diffuseurs. En syndicat, j'ai vu des diffuseurs. Ils ont fait venir TF1 à la guilde. Je suis à la guilde des scénaristes. Bon, voilà, Anne Didier, qui explique très clairement ce qu'elle cherche, en fait. Et donc, toi, tu arrives avec tes projets de space opéra et d'heroic fantasy. TF1, ils veulent du cozy crime, donc du meurtre, avec de l'humour. Et puis, si on parle purement social, avec de l'humour. Le mot anxiogène est banni aujourd'hui. Et le mot drame est banni en ce moment sur les chaînes hertziennes. Un peu pareil chez les streamers. Tu vois, les streamers... Et ça, tout le milieu, en croisant les gens, en discutant avec eux, va finir par te l'expliquer. On sait qu'en ce moment, le mot anxiogène est banni. Ce qui nous fait rire un peu dans la bande dessinée, parce qu'il y avait un peu le même discours. Résultat des courses, le gros carton du siècle en BD en ce moment, c'est La Route. Donc la BD la plus anxiogène qui existe au monde avec le... C'est toujours pareil. Dès qu'il y a une règle, il y a l'exception donc, qui fait que... Bref, voilà. Ok. Après avoir publié tes premiers albums chez Petit à Petit, tu signes Idole chez Delcourt, je crois que tu en as parlé. Ouais. Comment s'est fait le saut entre un éditeur de modeste taille, je présume? Je connais pas, Petit à Petit. Oui, Petit à Petit vers est un un petit éditeur majeur. Tout à fait. Un peu de bol et le talent du dessinateur, faut être tout à fait honnête. Les éditeurs cherchent pas spécialement des scénaristes, ils cherchent des dessinateurs. Et s'il y a un scénariste attaché avec une bonne idée, ils font bon, d'accord. En gros, c'est ça. Ah, ok. Alors, conseiller un scénariste débutant, vas-y avec un dessinateur. Et un bon. Ok. Soyons honnêtes. Ouais, d'accord. Ou alors, fais-toi recommander. Moi, ce que je fais, c'est que j'aide un certain nombre de personnes. Souvent, des gens qui viennent de l'audiovisuel, je leur dis, hey, il est capé quand même. Il sait écrire. Lis son projet. Sans dessin, c'est très compliqué. Donc moi, j'étais venu avec le dessinateur en question qui m'avait recommandé, qui avait dit « lisez ces trucs ». Voilà. Ils me font faire des petits découpages. Et puis je croise un copain de Nicolas, Mathieu, avec qui on veut faire du super-héros. Je crois qu'il fait d'abord des pages d'essai sur un projet qu'on faisait pour eux. Il n'est pas pris, alors que c'est un putain de tueur en dessin. Je fais, bon, c'est bizarre. Puis je lui dis, moi, je veux quand même qu'on bosse ensemble. Qu'est-ce qu'on aime? On aime les super-héros. Je fais des super-héros à la française avec lui. On fait des pages d'essai et tout. On propose à petit et petit fait, non. Et là, en fait, pour un jeune auteur, tu te dis, j'ai démarré chez une maison, ça va être ma famille. Avec le recul, tu te dis, non, te sens pas prisonnier. Et si un éditeur prend mal le fait que tu ailles voir ailleurs, c'est qu'il faut pas bosser avec lui. Ils l'ont pas mal pris. Ça s'est très bien passé. Ils ont juste dit non. Donc nous, on avait le projet. De toute façon, tu leur as proposé et puis ils ont dit non. Donc tout s'est bien passé là-dessus. Avec d'autres éditeurs, à une époque, il pouvait y avoir ce genre de choses. Non, tu peux pas sortir. T'es chez nous. On t'a découvert. Bon, ça c'est problématique quand ça se passe comme ça. Nous, c'était confort, on est allé voir ailleurs et on l'a montré à plusieurs éditeurs et il y en a qui nous ont jetés, il y en a un qui s'est bien foutu de notre gueule et Delcourt a aimé. Voilà. Ça veut dire quoi, se foutre de sa gueule? Ça veut dire, on va le faire, c'est génial, j'adore, on va le faire. Vous pouvez commencer, le contrat arrive, vous pouvez commencer. Bon. Voilà, je balancerai pas son nom sur un podcast, mais je le dirai en coulisses à tout le monde. Ça marche. Voilà. Et Delcourt a accepté le projet, en fait. Et Delcourt a dit, rebossez quand même les pages, rebosse ton scénario. Et on l'a fait. Et les mecs ont compris. Quand ils disent rebosse, est-ce qu'ils te donnent des pistes ou Ouais, ils disent son découpage. Parce que rebosse, ça veut rien dire en fait. Alors, c'est moi qui fais des raccourcis, mais je sais que les pages, on s'était fait plaisir, on avait fait un découpage avec des cases en diagonale, etc. Et tout. Yes. Calmez-vous. Horizontalisez-moi, verticalisez-moi tout ça. Okay. Plus calme, plus sage, franco-belge. Et même si le dessinateur était super talentueux, même si moi j'avais des idées et tout, on était quand même un peu encore vert, évidemment. Mais par contre, ça rassure, ça aussi beaucoup. Les gens qui vont te donner du boulot, s'ils commencent à leur dire « non, quoi, tu me tues, c'était comme ça que je voulais faire les choses », ils vont faire « bon, t'es chiant en fait, donc au revoir ». Si tu les rassures sur le fait que t'es capable d'évoluer, d'aller dans leur direction, de faire des compromis, voilà, ils font « bon, c'est pas parfait,
mais t'as refait. Et donc, on y va. Ouais. C'était une époque où les gens, 20 ans avant, s'entraînaient, faisaient d'abord des BD qui apparaissaient en strip, page par page, et après, c'était publié en album cartonné. Nous, c'était le moment de la grosse ouverture du cartonné. On démarrait, on se faisait la main sur des grands formats cartonnés. Et ils se vautraient derrière, et c'était un peu douloureux et tout. Mais on apprenait comme ça. Donc, ouais, moi, j'ai appris beaucoup de choses avec Idol. Voilà, les couvertures camouflage. Couverture, tu as ton album, tu connais la couverture et tu cherches partout. Et tu vois pas l'album, il est sous ton nez. Donc, ça t'apprend à faire une couverture et tout. D'accord, oui, je vois. Marrant. Peux-tu nous décrire le processus quand tu signes un contrat avec un éditeur de cette trempe Que signes-tu? Pourquoi et pour combien de temps? Est-ce un nombre de volumes prédéfini? Est-ce une durée dans le temps? Bref, à quoi ressemble un contrat d'éditeur? Alors déjà, ça dépend des éditeurs, puis ça dépend ensuite des registres et tout. Il faut savoir que c'est pas la même chose dans le livre, il faut savoir que c'est pas toujours la même chose entre éditeurs de BD. Il y a des grandes lignes communes, hein, mais voilà. Tu signes, en gros, ils vont chercher à te prendre tous les droits et te les faire céder pour le moins d'argent possible. Il faut être tout à fait honnête. Il y a des pratiques en termes de tarifs. Si tu es jeune, tu vas dire « Oh, je me fais un peu exploiter, mais c'est pas grave, je veux que le livre existe ». C'est toujours le même truc, c'est toujours les vieux après qui disent « Ah, les jeunes cassent le marché, etc. » C'est toujours la même... Ouais, je vois. Voilà. Dynamique. Globalement, tu cèdes tes droits d'exploitation sur l'exploitation livre, évidemment, sur les territoires français et francophones. Tu les cèdes sur tous les autres territoires. Les trades, c'est eux qui vont aller voir des représentants d'autres éditeurs qui voudront faire des trades et tout ça. À chaque fois, ils te disent qu'en gros, sur tout ce qui est cédé extérieur à leur exploitation, ils te laisseront 50 ou 40%. Et puis, il y a les sessions audiovisuelles qui sont encore un autre sujet. Alors, quand tu dis 50-40%, c'est-à-dire qu'un album se vend 15 balles? Alors je vais être plus précis. En territoire, en l'exploitation française, donc France et territoire francophone, Belgique, un peu Suisse, un peu Canada, les pratiques en bande dessinée, c'est de plutôt filer du 8, 10 et 12. Il y a des paliers avec les ventes. 8, 10 et 12% du prix hors taxe de l'album. Donc sur un album à 12 €, le prix hors taxe, prix tout net va être 10. Et en gros, on a 1 € à se partager par album. Pour dire les choses en moyenne. 80 centimes, 1 € après 15 000 albums vendus. Alors, et puis à 40 000 albums vendus, là, on touche 1,20 € à se partager. Donc, d'accord, il y a des paliers comme ça. Il y a des paliers. Très souvent, il y a des paliers. Et ça, c'est en plus de l'avance qu'on t'a donnée, voilà. Mais subtilité. C'est très compliqué à la fin. Alors, au début, c'est très simple. On parle de rémunération proportionnelle. À la fin, c'est une putain d'usine à gaz. T'es payé, t'as un pourcentage. Les pourcentages, c'est souvent ceux que je t'ai donnés. En littérature jeunesse, c'est inférieur à ça. En livre, c'est supérieur, je crois. Mais par contre, on te file une avance en BD. Le truc, c'est qu'à une époque, on te filait une avance non remboursable, c'était un fixe, et après, tu vendais les bouquins et tu touchais dès le premier album vendu. Au bout d'un moment, les ventes s'amenuisant, on voulait quand même garantir des avances aux auteurs, je pense que c'était ça l'idée, mais on leur a dit qu'il faudra les rembourser. Wow. Donc, alors, c'est pas une vraie dette. C'est-à-dire qu'on ne te dira pas, mec, là maintenant tu me rends la thune. Moi, on me filait quelques milliers d'euros. Moi, je suis monté à 5 ou 6 000, c'est une bonne avance pour un scénariste, euros. Mais par contre, pour un album. Mais par contre, du coup, comme je touchais 50% des droits sur les ventes, donc 50 centimes par album en moyenne, 50 centimes, atteindre à 5 000 €, tu dois vendre 10 000 bouquins. Donc, je devais vendre 10 000 livres et après, je commençais à toucher des droits. D'accord. Voilà, c'est ça l'idée. Et ce qui pose des problèmes, parce que le dessinateur, il va toucher en général plutôt entre 15 et 20 000 en moyenne sur un bouquin. Mais il touchait 50 centimes aussi. Donc il disait, mais c'est horrible, je dois attendre d'avoir touché 40 000 bouquins. Le dessinateur gagne toujours plus que le scénariste? Sur l'avance, très souvent, parce que l'avance, entre guillemets, l'idée, c'est que l'avance récompense le temps de travail sur le bouquin pour faire le livre, et qu'après, les droits récompensent le succès. Qui peut dire, mais c'est des vrais problèmes, hein. Il y a des engueulades, il y a des vraies discussions sur comment tu valorises l'apport créatif. Pourquoi on achète une BD? Pour l'histoire, pour le dessin? Dans ma tête, c'était 50-50 bêtement. Il y a d'autres systèmes. Par exemple, quelqu'un comme Jean Van Damme a dit moi, je ne toucherai que 30% des droits. Et le dessinateur, on touchera 70%. Voilà. Un tiers, 2 tiers, plutôt.
Et puis après, tu as des mécaniques encore un peu plus subtiles on rembourse ensemble. Donc on fait des droits un peu proportionnels à nos avances. Et une fois qu'on a remboursé en même temps notre avance, là on touchera 50-50. Mais derrière, là où c'est encore plus rigolo, c'est qu'après, les dessinateurs, s'ils ont fait des pages originales, il y en a beaucoup maintenant qui bossent en numérique, mais tu fais des pages à l'encre ou aquarellées et tout, tu les vends. C'est une source de revenus aussi pour le dessinateur, sur laquelle certains scénaristes ont pu dire, mais c'est marrant parce que les codes de ta page, elles sont très très élevées quand c'est ta série avec moi, et puis elles sont beaucoup moins élevées quand c'est tes autres séries qui se sont moins vendues, donc je veux un pourcentage, tout un bordel. Ah ouais. Donc c'est des discussions, ça, pareil, conseil. Moi, c'est des discussions que j'ai en amont, tout de suite. Les planches, je fais une parenthèse là-dessus, parce que tu en Ouais. parlais, elles sont toujours vendues comme ça, à part, séparément Pas toujours. Parfois, en fait, Il y a les une mecs, expo, ou via Angoulême, ou via, je sais pas. il faut qu'un galeriste soit intéressé. Très souvent, ça vient avec les ventes. Ça vient aussi avec la gueule des pages. Je vais être méchant, mais je pense qu'un mec qui fait du gros nez et qui n'a pas des super ventes, non, il ne sera pas chez un galériste. Un mec qui a des ventes moyennes, mais qui fait des pages avec un style réaliste, ou très très travaillé, ou même pas d'ailleurs. Souvent, il y a un côté labeur, il y a un côté temps passé sur la page qui se voit. Pas forcément besoin d'être très réaliste, qui fait que la page en elle-même devient un objet d'art. Et là, ouais, ça peut être intéressant. Et par contre, que tu fasses du gros nez, du réalisme ou quoi que ce soit, si la série se vend, oui, tu auras souvent un galériste pour dire « j'aimerais vendre tes pages ». Là où, mais le problème, c'est est-ce que les pages existent ? C'est pas toujours le cas. Maintenant, avec les Wacom, les iPad Pro et tout ça, il y a un certain nombre C'est de des mecs. composites. Il y a des mecs qui dessinent directement tout sur le numérique, c'est beaucoup plus rapide. Ah ouais. Donc, et c'est une source de revenus dont ils se privent, mais parfois ils se disent de toute façon, j'intéresse personne, donc c'est mort. Combien ça vaut, grosso modo, une planche Tous les prix sont variables. Ouais. Moi, j'ai vu. pas de- Je sais que tu as des très belles couvertures peintes, des gens comme Mathieu Loffray, je pense qu'ils peuvent faire des couvertures qui partent à plusieurs dizaines de milliers d'euros, je pense, aux enchères. Moi, j'ai vu quand même Anthony Jean qui a fait La Licorne, il a fait d'assez belles ventes. Mais voilà, ce qu'il fait, typiquement, c'est très travaillé, c'est réaliste. Il y avait des choses sur lesquelles il y avait de l'aquarelle, il y avait de la couleur directe. Bon, c'est des tableaux, les trucs. Ouais. Donc, effectivement, ça part à des montants très élevés. Comme ça peut partir à 500 balles, 400 balles, tu vois. Et c'est un marché parallèle, si je puis dire, ou c'est les mêmes qui achètent la BD, qui sont fans et qui... J'ai vu le prix, ça fait objet d'art. C'est quand même c'est une niche richissime. C'est des gens qui aiment la BD à la base, mais c'est très particulier parce qu'en fait, je dirais qu'il y a deux espèces de sous-publics. Il y a ceux qui viennent collectionner les BD, qui les ont pas toujours lus, mais qui les collectionnent de manière compulsive. Et donc, tu te retrouves en dédicace avec des gens qui vont tout prendre, qui ont tous tes bouquins et qui n'en ont lu aucun. Ah ouais. Ça existe. Ouais, c'est marrant. Tu as des mecs qui les collectionnent par 3 exemplaires, un qu'ils lisent, un qu'ils peuvent montrer, et un qui est, moi j'ai vu ça, hein, et un qui est dans l'étagère et qui n'en bougera jamais. Ok. Voilà. Il y a un aspect toc chez certains, hein, pas tous, mais vraiment. Et puis après, tu as le marché des planches, où là, tu as peut-être des gens qui lisent, ou des collectionneurs qui ne lisent pas, qui aiment l'objet, c'est tout. Tu as l'aspect spéculation, même sur l'objet BD. Ah ouais. Tu as tout un aspect spéculation, ils achètent, ils font signer, ils font dédicacer, après ils revendent. Alors Ok. ça, c'est encore d'autres problèmes. eBay. Ouais, c'est ça. Et puis tu retrouves des bouquins, les dessinateurs étaient ravis à une époque de dédicacer un truc et de se dire je passe ma soirée, j'aime pas trop ça, ça me fait un peu chier, mais je passe ma soirée chez le libraire, je dédicace. Puis après, t'as la BD pour Jean-Michel. Et puis tu fais, qui va acheter ça? Il y a marqué pour Jean-Michel. Et si, il y a des mecs qui achètent. Wow. Et qui s'appellent pas Jean-Michel, mais ils s'en foutent. Bon. Et puis, et le marché des collectionneurs, en fait, ils vont pouvoir t'acheter des pages, mais parfois, ils te font des commandes en direct. Donc ça aussi, les dessinateurs peuvent en vivre. Anthony, bon, je ne veux pas livrer tous ses secrets, mais il y a pas mal d'autres dessinateurs qui sont comme ça. Anthony fait aussi des commandes pour particuliers, direct, qu'il va montrer de toute façon sur Insta, donc c'est public. Mais c'est un marché qui vient à la base de la BD. Ouais. Et ensuite qui commence à en sortir, quoi, parce que les gens voyant les illustrations qu'ils font sur commande, on n'a rien à foutre de ces BD, mais par contre ils trouvent que c'est des 500 gros, donc ils lui commandent des illustrations. Je vois. Ok, marrant. Quand tu signes avec Delcourt ou Dargaud, quelle est ta marge de manœuvre? As-tu le choix du collaborateur? Je parle là du ou des dessinateurs. Oui, oui, ça je pense que
Quand tu es un auteur qui démarre, si tu as en plus la chance d'avoir quelqu'un qui valide un scénario, un gros éditeur, parce que là on est sur les Ouais. Delcourt, Glénat, et puis Dargaud, plus largement Média Participation. Donc Dargaud, Dupuis, Lombard, j'en oublie sûrement, mais Urban. Voilà, ces 3 groupes-là, c'est les plus gros. Si tu signes chez eux, que tu es jeune scénariste, tu n'as pas de dessinateur, ouais, je pense que tu vas dire oui, il est super le dessinateur ou la dessinatrice que vous m'avez D'accord. filé, vraiment, merci beaucoup, c'est Ça vraiment dépend de ta génial. notoriété, entre Je guillemets. pense sincèrement, les connaissants, je pense qu'on a le droit de dire bah non, c'est pas trop mon truc et tout, t'as le droit de. Voilà, ils sont pas fous, ils savent que dans la durée, il va falloir le faire, le bouquin, Ouais. donc il faut que ça marche bien. Et du coup, tu peux te retrouver, toi, avec un dessinateur que tu t'apprécies pas, et avec une BD qui est mise en page ou dessinée par quelqu'un. Je peux pas donner non, ça m'est arrivé. Dans ces cas-là, il Ça se m'est passe quoi? arrivé une fois, bah t'es un peu. Tu pleures? En fait, parfois t'es un peu déçu, et puis Ouais. mais c'est comme ça. Bah tu fais avec. Parfois, alors. Et je me suis jamais dit oh putain ça va être naze. Bon c'est pas grave, on signe. Jamais. Ouais. Par contre, je me suis déjà dit on signe. Je vois quelques défauts, mais c'est pas grave, ça va être pas mal. Et puis après, tu vois les premières pages arriver, tu fais c'est pas ouf. C'est pas ce que Faudrait peut-être j'imaginais. corriger quand même, etc. Et tout. Puis ça corrige pas. Et en fait, tu comprends que la personne a des défauts, intrinsèques. Après, le dessinateur en face, il peut se dire la même chose du scénariste. Bah ouais, Donc j'imagine. voilà, il peut se dire putain, j'aurais bien aimé que ce soit moins compliqué au tome 2. Bah non. Donc tout est possible. Et puis surtout, en fait, tu peux arriver avec des gens que tu as proposés toi-même ou que tu as des idées que tu as amenées toi-même à l'éditeur sur des projets dont on parlait en amont. Puis en fait, ça le fait pas. Ouais. Mais c'est trop tard, c'est toi Ah qui ouais. l'as amené. Ils sont. Moi, je sais que il y a pas de blocage là-dessus. Je peux me permettre de dire, et je suis pas un très gros scénariste, je suis un scénariste qui a du réseau, qui existe. Mais je peux me permettre de dire, bah non, ça va pas le faire Ouais, et tout. Et ils vont pas me tuer pour ça, quoi. Non, puis c'est pas du racisme ou je sais pas quoi. Non, c'est juste, ça t'as va le pas droit de coller ne pas avec aimer le un style. dessin, bien sûr. Ouais. Et puis, alors, après, tu peux avoir parfois un éditeur qui fait bien son boulot, d'ailleurs, et ils existent, peut te dire, vas-y, on fait une page d'essai, tu vas voir. Ouais. Voilà. On te montre des dessins, on te montre des pages, tu fais, non, ça va pas le faire. Laisse lui faire son essai. Tu fais, ah ouais, ok, ça Ouais. marche. Bah oui, quand même. Voilà. Ça existe aussi. Mais très souvent, moi, je bosse maintenant avec des gens que je connais, que j'ai déjà pratiqué. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas bossé avec ou puis tu as tes projets vraiment perso auxquels tu tiens à mort. Mhm. Tu vas chercher toi-même de ton Forcément. côté, etc. Et tout. Évidemment. Parfois, tu as des commandes. Je dis pas qu'on en a rien à foutre. Je dis qu'on est plus souple. Et là, effectivement, tu vas bosser avec des gens dont tu te dis, bon, moins fou. Mais bon. Mais pourquoi voilà. pas. Ouais. Et eux, ils pensent la même chose de ce que tu fais. Donc, voilà. Quand tu collabores avec un dessinateur, est-ce que tu lui livres un fichier texte ou un prédécoupage planche par planche? Alors, tout à l'heure, tu as dit que tu essayais d'aller au maximum, mais... En fait, c'est étape par étape. Je vais quand même lui faire lire le synopsis avant pour avoir ses retours. Maintenant, vraiment, je fais des rebonds. Je retouche. Tu veux que ce soit S'il y a vraiment un des vrais truc à désaccords. deux, quoi. Une création à deux. C'est-à-dire qu'en fait, j'écris à deux mains, c'est tout, c'est moi qui écris, ça je préfère, parce qu'en fait, parfois ils te disent « Ah, je voudrais être co-scénariste », et en fait, tu t'aperçois qu'ils te font juste des retours, mais derrière, c'est à toi de te taper quand même le boulot, et c'est ça l'essentiel, en fait. Une coécriture, je fais ça en audiovisuel, coécriture, c'est tout le process, on est à deux tout le temps dans la même pièce, tout le temps. Et après, quand il faut rédiger, c'est 50-50, vraiment. Donc, moi, j'écris vraiment en BD, j'écris seul, mais je veux évidemment avoir les retours du dessinateur et de l'éditeur pour dire, OK, je vais corriger ça. Cette scène-là, tu trouves qu'elle ne fonctionne pas très bien, je la refais ou je la vire, j'en mets une autre. Les retours, comment tu les échelonnes? Est-ce que tu fais tout d'un coup et tu demandes le rendu ou tu fais genre... ouais, je fais quand scène même, par scène c'est ou... très souvent, non, je fais... je veux que les gens aient l'intégralité de l'histoire. Okay. Ça, je sais qu'ils peuvent me reprocher mes retards, ils peuvent me reprocher mon bordel, etc. Et tout. Par contre, ils sont tous contents à la fin parce qu'ils ont tout. Et donc, ils peuvent juger la globalité. Au moins, ils ont un album complet, ce qui n'est pas toujours le cas, avec d'autres scénaristes qui vont livrer scène par scène, etc. Et tout. Là, ils ont tout. Donc, ils peuvent juger la globalité. Et une fois qu'on s'est mis d'accord sur le synopsis, ils auront tout le découpage aussi. Parce que je veux voir si ça tient. On m'a tellement fait chier en me disant c'est trop dense, que maintenant, je veux voir, évidemment, dès l'amont de la BD, si il ne faut pas que j'ai à accélérer, à densifier à la fin.
Donc du coup, il faut que je puisse peut-être recaler un peu au début, redistribuer les infos, en virer. Mais du coup, c'est vraiment un tissage, un scénario. Tu vires un élément, ça veut dire que tu dois corriger des trucs ailleurs. Et donc, tu dois avoir la globalité de ton histoire. À défaut d'avoir toute la série, déjà, il faut avoir toutes les grandes lignes. La seule fois où j'ai dit, j'ai pas la fin, mais tout ira bien, c'est sur mon dernier projet, où là, je me suis dit, en fait, pour une fois, je sais que j'ai exposé tout mon univers, que j'ai plus rien à expliquer, que j'ai juste les personnages à laisser faire ce qu'ils ont à faire, et ça ira très bien. Mais je sais que là, voilà. Par contre, j'ai présenté à chaque fois un synopsis complet du tome 1, puis le découpage complet, en intégrant des retours et tout ça. Voilà, donc quand je propose une étape, c'est une étape complète. Et à la fin, je propose un découpage complet sur lequel on discute aussi. Puis il fait un board. Après les boards, ça dépend. Là, je suis assez souple. Si le mec, ça le fait chier de faire 60 pages de board, parce que c'est dur, hein, c'est très dur. Donc je vais le laisser faire 10 pages, 15 pages. Je demande à ce qu'il y ait plusieurs scènes, qu'on voit quand même sur une globalité, si tout fonctionne, s'il y a un ton. Et puis voilà. Combien de pages fait une BD en général ? BD franco-belge, 46 traditionnellement. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont passés sur le 54. 62, moi j'ai fait des one-shots, donc des histoires complètes en 62 pages. 70, ça existe aussi. Mais ça évolue pour deux raisons. Parce que pour des raisons d'objets, de marché, les gens ont envie d'avoir des histoires complètes et sont prêts à mettre le prix. Donc maintenant, on commence à se dire, plutôt que de faire 3 fois 54 pages où les gens vont attendre 3 ans pour avoir les 3 tomes, on fait du frigo. Donc le premier bouquin est fait, on attend. Le deuxième bouquin est fait, on attend. On attend encore une année, le troisième bouquin est fait, très bien. Le frigo, là, moi je voyais un objet, un truc qui rafraîchit. Ouais. Alors parfois ils sortent quand même les 3 tomes, mais la même année, pour des raisons de marché et de fréquence, ou ils sortent un bouquin de 150 pages. Voilà, à 40-50 balles. Faut forcément que le prix soit un peu inférieur à 3 fois 15. Mais voilà, donc on voit apparaître maintenant des récits complets de 100 pages, 150 pages. Les Indes fourbes, hein, meilleur exemple, très très gros livre. Je crois pas que c'était ça, pour le coup, ça devait pas être prévu en diptyque ou en triptyque, je pense pas. Mais voilà, ce genre de format existe. Il y a des problèmes de pouvoir d'achat, des problèmes d'appétence des lecteurs pour des histoires plus complètes. Il y a les libraires qui impactent beaucoup, qui ont beaucoup mis en avant les one-shots, parce que du coup, ils en commandent un peu moins. Et puis, s'ils sont abîmés, c'est moins de livres à ramener. Parce qu'il y a ces problèmes de mécanisme. En France, on a un mécanisme de retour. Les bouquins arrivent, et puis les invendus repartent. Sauf que c'est de la trésorerie pour les libraires, et ils préfèrent beaucoup plus avoir un peu moins de livres. Ça leur a facilité la tâche, les one-shots. Et donc, ils mettent en avant les one-shots, et au grand regret des éditeurs, mais ils le constatent. Donc, comme le circuit, le marché fait ça, les éditeurs font ok, on va réfléchir à faire plus de one-shot plutôt que des séries. Donc tu repenses quand même un peu la manière dont tu racontes des histoires quand c'est comme ça, parce que est-ce que tu es obligé de faire un gros cliff qui tâche au bout de tes 46-54 pages parce qu'il faudra attendre un an ? Cliff pour cliffhanger. Cliffhanger, tout à fait. Ou tu t'en fous. Ton pivot dramatique, il arrivera dans 48 pages ou dans 40. Sans cogne, c'est pas grave, puisque de toute façon, c'est une seule et même histoire. Donc ça, tu repenses ça. L'autre truc qui, je pense, a évolué, c'est vraiment la narration elle-même en bande dessinée, c'est-à-dire que t'as Black et Mortimer ou t'as Black et Mortimer qui font un truc. Blake dit à Mortimer, vous avez vu, on fait ce truc. Et t'as le narratif qui dit, Black et Mortimer font un truc. Et donc, t'es bien au courant que Black et Mortimer font un truc. Là où la narration, maintenant, est très, très visuelle, avec des dessinateurs qui disent pas trop de texte, pas trop de texte, pas trop de texte. Mais du coup, le débit d'information est quand même un peu moindre. Donc, une bande dessinée se lit aussi un peu plus vite en moyenne. Et du coup, on est bien contents, nous, scénaristes, d'avoir des objets plus complets, plus longs pour raconter une histoire complète. Et bien en face, le lectorat était demandeur de choses sans doute plus visuelles, mais du coup, se plaignait aussi d'avoir des BD sans doute plus rapides à lire. Ouais. Bon, maintenant, on compense avec des bouquins de 100 pages, et effectivement, voilà. D'accord, je vois. Okay. Il y a une raison pour laquelle c'est 46, aussi précis ? Oui. 54 Oui, parce qu'en fait, c'est 48, mais avec Alors, tu vas me dire, tu ne réponds pas à ma question, mais 48 pages, il y a une vraie raison. En fait, c'est 46 pages plus 2 pages titre, page blanche. Et en fait, là, tu es sur des multiples de 8 pages. C'est les cahiers
cahiers. C'est les contraintes de fabrication. Ils font des Oh. cahiers où ils prennent je ne sais plus, 2 très grandes feuilles qui vont replier. Ça te fait 8 pages, ou en tout cas 4 vraies pages. D'accord. Ou 8 recto verso, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et c'est comme ça. Et ensuite, ils les collent ensemble ou ils les cousent. Et c'est ça qui fait les livres, qui fait les albums de BD. Et donc, ils te disent, ça doit être un multiple de 8, parce que 54, c'est 56. Donc, c'est ou un multiple de 4 ou de 6. Oh putain, le tocard, quoi. Non, un multiple de 8, moins 2. Ça marche, hein, ouais. Un multiple de 8 moins Ouais. 2. Voilà. Donc, les 54 pages, en fait, c'est 56 moins 2. Et les 62 pages, c'est 64, multiple de 8 moins 2. Voilà. Ok. Donc, et les 70, c'est pareil, c'est 72 en fait. Voilà. Mhm. Et avec les très grosses paginations, il commence à s'en foutre. Bon, c'est pas grave, il te reste des pages, on foutra un cahier graphique, on te mettra des esquisses, Ouais. des couves alternatives, et puis voilà. Je vois que ça se fait de plus en plus. Hein. Combien de temps ça prend pour écrire une BD? C'est très variable. J'ai fait une adaptation de Conan, la nouvelle existait, elle a été très facile à adapter, elle rentrait très bien dans un 46 pages, 15 jours. C'est mon plus court. En 15 jours, j'avais le découpage et j'en étais fier. Et je l'ai dit. J'ai été très très vite, mais je trouve que c'est pas trop mal. Ouais. Et l'éditeur et le dessinateur ont fait oui, c'est très bien. Mais voilà, 15 jours. Et donc Et la puis plus il y a longue? des bouquins, tu bloques, c'est la page blanche de manière systématique. Ouais. Ça arrive très souvent. Hein, la page blanche, c'est pas du tout une espèce Un de mythe. malédiction qui tombe comme ça un jour. Et oh mon Dieu, c'est la crise de la quarantaine tout le temps. Tout le temps. Et puis parfois ça revient, ou alors tu changes de projet. Et donc, moi, je travaille beaucoup avec plusieurs projets de front. Et il y a des bouquins. L'idée arrive. L'agent, une bande dessinée que j'ai fait optionner, qui est sortie chez Glénat. Je pense que les noms des personnages apparaissent dans un premier duo sur une série d'espionnage vers 2007-2008. Et ensuite, je me dis, tiens, plutôt que d'en faire une série d'espionnage, je vais plutôt en faire une série d'espionnage fantastique où ils sont sorciers. Et ça, c'est plutôt vers 2010. Et je crois que les premières versions de scénarios et de Bible et les premières idées apparaissent en 2010. Le bouquin est sorti en 2018. Voilà. Ah ouais. À un moment, tout est là, tout est prêt, et tu te dis, allez, c'est bon, boum, et tu sors un premier jet. Parfois, ton premier jet, il est merdique, parfois, on n'en veut pas, et tu te dis, j'y retournerai plus tard. Il n'y a pas de moyenne. Non. Si tu as un contrat, une commande, tu vas le faire le mieux et le plus vite possible. Si tu as une obligation de délai, que tu as un chèque et que tu as besoin de thunes, tu vas y aller. Hein. Et puis tant pis si les idées... Les bonnes idées n'attendent pas les deadlines, mais parfois, attendre trop n'amène pas de bonnes idées non plus. C'est insoluble. Donc là, on parle d'écriture uniquement, mais ensuite, combien de temps ça prend pour la mettre en image et l'éditer ? Quand tu as fini, quand tu as le scénar. C'est très variable. En fait, l'éditer, c'est des process qui sont maintenant qui sont contenus dans le temps, mais après, ça va être des questions de fenêtre de sortie. Tu peux avoir fini un bouquin une année et les mecs te disent, moi, l'office est plein, tout est déclaré, je vois pas, j'ai pas de fenêtre. En janvier, c'est Angoulême. Septembre, c'est la rentrée littéraire. Après, il y a Noël. Tout ça, c'est surchargé. Ou tu arrives avec un bouquin qui a déjà cartonné, ou tu y crois très très fort, et là, tu tentes. Ou tu vas plutôt choisir une période après janvier, sachant que les librairies sont un peu désertées, ce qu'on dit très souvent. Donc, il n'y a pas de période idéale, mais ça, ils réfléchissent à ça. Donc, le bouquin peut être prêt, ils peuvent se dire non. Ce que je te disais avec le frigo. Tu peux avoir 2 bouquins prêts, tu attends le 3e, et là, tu sors les 3. Donc, il n'y a pas de souci. Et par contre, le dessin de BD franco-belge réaliste, très souvent 1 an. Les Italiens en groupe, ou des Français en groupe. Un groupe, il y a des gens qui peuvent te sortir, mais même des mecs, il y a des mecs qui peuvent te sortir un noir et blanc complet en quelques mois. Ouais, c'est du manga, quoi, ça, à ce niveau. Et il y a des gens, ils vont juste faire 15 heures par jour de dessin. Il y en a qui en sont capables. Ouais, je sais pas. Et boum, ton bouquin, il est prêt en quelques mois. Là où d'autres vont faire des horaires normaux, une journée normale. Et effectivement, ça mettra 8 mois pour faire un noir et blanc. Voilà. T'as parlé tout à l'heure des commandes. T'en as eu déjà quelques-unes ? C'est bien la moitié de ce que je fais. C'est-à-dire que des choses comme La Licorne, Idole, 3 souhaits, des BD comme ça, c'est des projets perso. Les commandes, ça peut être des commandes vraiment purement fantaisistes. Donc, par exemple, quand je fais un truc comme 7, c'était une collection et moi, je participe. C'est 7 personnes dans une mission. Moi, je fais 7 prisonniers.
7 prisonniers sont envoyés sur la Lune, mais en fait, ils ont une mission cachée. Parce qu'il y a une grotte préhistorique sur la Lune, donc ils veulent savoir ce que c'est. Voilà, ça c'est une commande. Mais c'est une commande où en fait je suis très libre. Une fois que j'ai dit ça sera 7 prisonniers qui vont sur une prison sur la Lune et il y a une grotte préhistorique, super, démerde-toi. Ok. Voilà. Par contre, quand tu fais un Batman, alors moi j'ai fait un Batman histoire courte, 10 pages, Ok. tu es... Là, oui, il peut y avoir des deadlines. C'était un projet qui devait sortir. Tu as évidemment tout un cahier des charges à respecter. Là, les 2 éditeurs français et américains regardent par-dessus ton épaule. Et les choses, ils ne veulent pas. Ça, non. Ça, oui. D'accord. Ça, peut-être. Conan, un peu pareil. On avait un expert. Et puis les biographies historiques, là, Il y a un historien de référence. Un expert Conan. Il y a un expert Conan. Bonjour, qui s'appelle, je suis expert Conan. Exactement. Ok. Et il s'appelle Patrice Ouinet. Et en fait... c'est un Français qui était passionné par Robert Howard et qui un jour a exhumé ses textes originaux qui avaient tous été retravaillés et tout par Sprague de Camp, le mec qui était passé derrière, et qui a dit moi je veux le texte d'origine pur. Et il les a ressortis. Qui ont été édités chez Brajlon. Je crois, ouais, tout à fait, exactement. Et il a fait ce boulot sur toutes les autres créations de Howard. Donc, je crois qu'il y a Hawkmoon, si je dis pas de conneries. Et puis. Alors, Hawkmoon, c'est pas lui. C'est pas lui, c'est une connerie, c'est Moorcock. Ouais. Voilà. Et puis non, il y a au moins d'autres personnes. Solomon Kane, je crois. Oui, ça oui. Voilà. Et puis peut-être quelques autres. Voilà. D'accord. T'as déjà écrit une histoire sur un sujet qui te plaisait pas, du coup, en commande? Non, parce qu'en fait, par exemple, je devais faire une bio sur Talleyrand et en fait, le bouquin était vraiment trop dense et j'avais dit et en plus le perso, je le trouvais pas fou parce qu'en fait, c'est un mec, c'est un survivant, mais c'est un mec qui fait rien de décisif, sauf un truc, le Congrès de Vienne. Et en fait, on s'aperçoit que le Congrès de Vienne n'a pas forcément servi à grand chose. Donc, bof. César était le perso peut-être paradoxalement le moins enthousiasmant parce qu'on ne sait pas beaucoup de choses sur lui. Catherine de Médicis, j'ai pas mal souffert parce qu'on savait trop de choses. Elle a beaucoup écrit. C'est finalement assez récent. On sait beaucoup de trucs. Robespierre, on sait beaucoup de trucs, mais le personnage est fascinant. Alors attends, une petite seconde. En quoi c'est contraignant d'avoir trop d'infos sur un personnage? Parce qu'il faut couper. T'as que 46 pages. D'accord. Et donc, c'est l'enfer. Quand tu as... Parce que c'est une sorte de biographie. Parce que t'as l'impression, en fait, moi, à chaque fois, là-dessus, c'était donc des collaborations Glénat-Fayard. Et moi, je bossais avec un historien qui regardait ce que je faisais et qui regardait ce que le dessinateur faisait. Et en fait, la méthode, à chaque fois, moi, a toujours été la même. Je vais prendre une biographie de référence, souvent Fayard, souvent faite par l'historien de référence. Je la lis, je l'épluche et tout. Et après, je sélectionne ce qui est intéressant. Mon premier, c'était Philippe le Bel. Très vite, tu vois les événements très forts, tu vois un axe et tout. Le Bel, ça a été quasiment un des plus faciles. César était facile aussi, mais du coup, il y a tellement de zones d'ombre que tu te disais, qu'est-ce que je mets en avant là-dedans? Il y avait... Et puis, peut-être un peu trop connu. Catherine de Médicis, qu'est-ce qu'elle a pu écrire? Putain, elle a communiqué avec tout le monde, elle écrivait, on a plein de choses. Donc tout est important en fait. Et Talleyrand, quand j'ai vu arriver le bouquin, je me suis dit non, une densité de pages monstrueuse. Voilà, un des trucs qui a été très dur, mais que j'ai eu que j'étais très content d'avoir fait, c'était De Gaulle. De Gaulle, oui, c'est encore plus récent, donc on sait tout. Mais De Gaulle commençait à y avoir des documentaires visuels où là tu voyais le personnage bouger, parler et tout. Ça m'a beaucoup aidé. Là pour le coup, tu vois avec le travail d'autres documentaristes, d'autres historiens, ce qui est important, ce qui n'est pas. Donc ça te guide. En quoi un visuel peut aider un scénariste? Parce que j'écris pour l'image et qu'on voit des scènes où le personnage s'incarne et où tu te dis, grandiose. Puis tu vois d'autres scènes où tu vois le personnage s'incarner et tu te dis, non, mais ça, on s'en fout. Par contre, tu as lu des scènes où tu te dis, dramaturgiquement, c'est très intéressant et en plus, il se passe un truc... De Gaulle, on ne le sait pas, mais il a participé à la Première Guerre mondiale, il a été très vite blessé, et il s'est très vite rassuré sur le fait qu'il n'avait pas peur de mourir. Donc c'est quand même un guerrier, c'est pas juste un mec qui était planqué dans un bureau pendant la deuxième, c'est un mec qui est allé au front, c'est un mec, au début de la deuxième, qui dirige une division de blindés, c'était le monsieur blindé français et tout ça, tu le vois. C'était Iron Man français, finalement. Mais c'était... c'est un personnage très intéressant et assez ambivalent et ambigu. C'est ça qui le rend très intéressant aussi. Robespierre, pareil, ambigu. J'ai beaucoup bossé sur des gens qui ont compté, mais qui étaient très ambigus. Je trouvais ça beaucoup plus intéressant. Catherine de Médicis, la Saint-Barthélemy, on te dit, c'est quand même la meuf qui a tout fait
pour que ça se passe bien entre les protestants et les catholiques. Alors, tu dis, c'est la Saint-Barthélemy, elle a tout fait pour, et à un moment, Ça a elle foiré. pète un câble. Ouais. Et c'est sa grosse erreur. Derrière, c'est 3 jours de massacre. C'est la scène en sang avec des corps dedans et tout. Alors qu'elle aura consacré sa vie à essayer d'instaurer la tolérance religieuse. Incroyable. En ce moment, je suis sur House of the Dragon. Bah voilà, c'est... Ouais, mais Les Rois Maudits, c'est le modèle de Game of Thrones. C'est Martin qui le dit. Et ça, c'est pareil. J'ai fait Philippe le Bel. Philippe le Bel, oui, donc le père, en fait, voilà. Et oui, personnage ambigu aussi, très intéressant. Alors, t'en as parlé un petit peu. En 2018, paraît chez Glénat, Au-delà de la rivière Noire, une adaptation d'une nouvelle de Conan le Barbare de Robert Howard. À quel point étais-tu familier avec Conan et son univers avant d'écrire cette BD ? Visuel. C'est vrai ? Zéro, que dalle. T'avais pas J'avais vu le film ? Pour moi, Conan, alors si, voilà, c'est ça. Pour moi, Conan, c'est Schwarzenegger, donc un mec avec un mec luisant, hyper musclé, avec un pagne et un torse. Et effectivement, c'est là que c'est intéressant d'avoir Patrice Lounet qui dit non, c'est un mec noueux, c'est un mec qui s'infiltre, qui est silencieux, qui est effectivement un extraordinaire guerrier, mais qui est presque plus un ninja qui vit à la dure, un trappeur, une forme de survivaliste, qu'un gros bourrin qui peut soulever 200 kilos. Mais il aimait les films, il aimait tout ce qui avait été tiré, il aimait bien Jason Momoa dans le dernier et tout, mais il disait c'est pas ça le perso. Et donc c'était intéressant d'en parler avec lui. Et en fait, moi, j'étais plutôt content finalement de pas avoir d'idées préconçues sur le perso, parce que la nouvelle que j'ai adaptée, par contre, je la trouvais très chouette, mais très nihiliste. C'est une nouvelle qui dit, elle s'est verbalisée à la fin par le personnage, qui dit, mais de toute façon, l'état de barbarie, c'est l'état naturel de l'espèce humaine. La civilisation, c'est une parenthèse, c'est une blague, c'est un accident. Je trouvais ça atroce, quoi. J'ai dit, mais ça va pas, non ? Et j'ai dit à Patrice, j'aimerais bien juste changer cette phrase-là. Il dit, mais non, en fait. Ouais, c'est toute non, la nouvelle, parce que en fait, c'est tout le message de la nouvelle. Ouais. Et les Welbeck et tous les mecs qui disent des trucs nihilistes et tout, tirez-vous une balle et arrêtez de nous faire chier. Et il me fait, c'est marrant que tu dises ça, parce que Howard, c'est ce qu'il a fait. Ouais. Voilà. Et là, je me suis dit, ok, respect. Le mec va au bout de ses principes. Je suis son adaptateur, je vais être fidèle. Et voilà. Et le pari, mais je crois que c'est un pari raté. J'aime cette BD, je trouve qu'elle est très bien. Mais le pari était de donner envie aux gens de se suicider à la fin de la lecture de la bande dessinée. Ouais, et non, quand même alors, pas. je l'ai lu, je voilà. suis encore là. Ouais. Mais par contre, voilà, on a vraiment cherché à être fidèle à l'esprit de la nouvelle, quoi. Voilà. Mais ça, c'est parce que je connaissais pas le perso que je pense avoir été capable de le faire. Ouais, Conan a été créé par Robert Howard, donc, mais curieusement, n'a pas été connu de son vivant. C'est davantage au travers de la reprise de Lyons Sprague de Caen, que tu as évoqué tout à l'heure, que le personnage s'est fait une place chez les fans de fantasy. Il faut savoir que les deux versions du héros sont assez différentes, à l'image et l'image qu'on se fait du héros un peu bas du front, des épées, de la sorcellerie, des fesses et du sang, vient davantage de Sprague de Caen que du créateur initial, en fait. Quelle est ta version que tu préfères, toi ? Tu vois, j'ai pas de préférence. Moi, j'ai bien aimé Schwarzenegger, et j'ai bien aimé les gros serpents et les filles qui se jettent sur lui et tout. C'est vrai que Schwarzy, il porte bien le slip. Mais on peut pas lui et enlever. Jason Momoa, il porte très bien le slip aussi. Ouais. Et après, je trouve que les versions sont toutes intéressantes. Oui, bien sûr, il y en a une qui est carrément pulp, peut-être un peu ringarde, on va pas se mentir. Mais bon, c'était une forme d'imaginaire, c'était une époque qui était rigolote aussi. Ouais, puis ça a engendré tellement de trucs naïve, derrière. Il y a une forme de naïveté, peut-être malaisante, comme diraient mes enfants. Mais j'aime bien le premier degré, j'aime bien la non-prise de sérieux. J'aime bien les deux. Franchement, j'ai pas de préférence. Ouais, ce film, il m'a marqué, bien sûr. Alors, moins la suite. Ouais. La suite avec les miroirs et tout, ça, c'est au secours. Est-ce une chance de bosser sur une licence aussi réputée ou une malchance d'avoir à honorer des codes et des règles qui ne sont pas les tiens ? Ça s'est très bien passé sur Conan, donc c'était plutôt une chance, même si j'étais vraiment un profane au début. Ça s'est bien passé sur Batman avec une espèce d'accident parce que j'ai écrit, mais je vais y venir à la malchance. Sur Batman, j'ai écrit une histoire courte
pour un dessinateur. On était en discussion depuis longtemps avec l'éditeur que je connais et il voulait le personnage de Catwoman dedans. Et j'ai fait un truc que je fais jamais d'habitude, j'ai écrit de la romance. Et j'en suis assez content de cette histoire. Je me suis surpris moi-même. Et elle est plutôt chouette et on parle pas trop de Batman. Il y a très peu d'histoires qui parlent de Batman et du versant amoureux et de la liaison, de la relation amoureuse avec Catwoman. Et ça, je l'ai fait et j'étais plutôt content de moi. La version difficile et malchance, c'est Assassin's Creed, qui est une licence que j'adore. Sur laquelle je me suis roulé par terre pour pouvoir faire la BD. Alors, je fais une petite parenthèse assez drôle parce qu'on est précisément dans le studio à l'heure actuelle où a été enregistré notamment le tout premier épisode. Donc, voilà, et dans la même pièce. Moi, en tant que joueur, c'est une licence sur laquelle à laquelle j'ai adoré jouer. Et quand je voulais pas bosser dessus en tant que DA, pour pas me spoiler le jeu parce que j'aime le jeu, etc. Et par contre, je voulais bosser dessus en tant que créateur, ça carrément. Et en fait, quand Glénat a eu le droit d'exploiter la licence, j'étais bien chez eux, je me suis roulé par terre. J'ai envoyé des SMS directs à l'éditeur en disant « c'est moi, c'est pour moi, c'est maintenant ». Et je l'ai eu, donc j'étais très content. Et à partir du moment où je l'ai eu, je me suis chié dessus. Alors, énorme pression. Et en fait, que tu t'es mis toi ou... Ouais, tout seul comme un grand. Les gens En fait, on connaît le process Ubi, nous aussi, par le biais de la DA. Et moi, j'ai été, en fait, je peux le dire, j'ai été, avant de diriger du doublage et en parallèle de mes activités de scénariste BD, j'ai été référent pour Ubi sur une licence qui s'appelle Far Cry. Et donc, j'étais assis dans le canapé pendant que le DA d'ailleurs, Yann Laferrière, travaillait avec les comédiens. Moi, de temps en temps, je levais la main et je faisais « je crois que c'est pas ça ». Voilà. Et puis où il se tournait vers moi, il me demandait est-ce que c'était bien les situations et tout. Chez Ubi, j'étais habitué aux grosses réunions, certaines réunions décisives où tu as 10 personnes et ok, très bien, pas de souci. En créa BD, où moi j'étais tout seul avec mon éditeur et mon dessinateur, tout à coup tu te retrouves avec une visio où tu as 10 personnes. Et tout à coup, ce contexte que tu connais pour le doublage arrive dans ton monde habituel, ton monde de créa. Et là, ça te fout une très très grosse pression. Et on avait beau être que deux à se parler, avec le responsable transmédia, tu vois tous ces gens et tu te dis mais oh putain quoi, voilà, c'est Star Wars quoi. Et en fait c'est pas eux qui m'ont foutu la pression, je la suis foutu tout seul et ça l'a cristallisé un peu ce truc là. Et après j'ai proposé une première version complètement merdique, soyons tout à fait honnêtes. Et derrière je suis revenu sur un truc. En fait, ce qui est super, c'est que j'avais adoré cette licence et le responsable m'a dit, mais en fait, il y a des trucs, tu as compris plein de choses, sauf l'aspect fantastique. Les Izous, les précurseurs, leur technologie est basée sur les illusions et la manipulation. Il n'y a rien de concret. Et moi, j'étais complètement dans le concret. On pouvait faire des trucs de dingue et tout. Voilà. Et ça m'a enlevé un peu de pression, mais c'était le temps qui commençait à manquer parce qu'il fallait quand même être raccord. Et en fait, on a explosé les délais. Et moi, le bouquin est sorti largement après. La pression, elle est venue là, sur les délais, sur la sortie du jeu. Et en fait, on est sorti largement après le jeu et ça n'avait plus tellement d'intérêt. Donc, commercialement, c'est pas franchement un succès. Artistiquement, pareil, je me suis surpris moi-même. Moi, c'est une BD que j'aime bien, mais qui est en dehors des clous, c'est-à-dire que c'est devenu une histoire d'amitié qui tourne mal, spoil. Plus qu'une histoire vraiment Assassin's Creed, où vraiment j'ai inventé mon artefact Issou, mon mystère, etc. Ils explorent ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est bizarre, en fait. Ça a été une expérience où je me suis dit, les très grosses licences, pas comme ça. Voilà. J'y réfléchirai mieux avant. Pourtant, Batman, aucun problème. Voilà. Conan, aucun problème, aucun scrupule. Et Assassin's, beaucoup plus. Voilà. Peut-être parce que tu étais fan avant, alors que tu étais moins... Batman, j'aime bien. Je voulais vraiment en faire et je veux toujours en faire. Mais je pense qu'en fait, là, c'est le Batman. En plus, alors aussi, Batman, je pense qu'il y a une vraie habitude de la création BD qui a peut-être moins. On avait pas mal de retours, beaucoup de retours. Là où sur Batman et sur Conan, une fois qu'on avait discuté des axes, c'était bon. Voilà. Okay. On a eu beaucoup de retours sur Assassin's. Ouais. Voilà. Et ça aussi, ils font leur boulot, les mecs. Je leur en veux pas. Mais tous ces facteurs-là font que à la fin, tu fais le bouquin et tu te dis, bon, non, j'espérais faire mieux. Tu veux dire que c'est une somme de compromis, finalement ?
Ouais, c'est une somme de compromis, c'est une somme d'incertitude, de doute. Et à la fin, le process, il a été douloureux. Et c'est de la faute à personne, c'est comme ça, quoi. Là, c'est une marque qui vit maintenant. C'est une marque qui n'est pas BD à la base. Donc, et sur laquelle toi, tu es passionné. Voilà. Je pense que si on me demandait de faire une BD Star Wars, aujourd'hui, je dirais non. Et tu ferais bien, parce qu'aujourd'hui, ce que c'est devenu, au secours. On était sur la BD Conan, je vais poursuivre un petit peu, parce qu'elle m'a bien plu. Qu'as-tu conservé et changé par rapport à la nouvelle ? J'ai juste dû évacuer peut-être. Tu sais, tu as des descriptions qui passent par l'image, et puis je crois pas avoir coupé grand-chose. Je pense que la nouvelle, une fois que tu l'as adaptée en BD, que tu disais, c'était limite du... tu vois la description là, voilà, dans la case, il y a ça. Ouais. Non, c'était très facile à faire. Et c'était très facile à faire. Je pense que j'ai juste mis... j'ai fait attention à peut-être mettre en exergue les points qui disaient la barbarie. C'est-à-dire que vraiment, c'est l'histoire d'un barbare qui aide la civilisation à reculer face à la barbarie, en fait. La barbarie, les Pictes reprennent leurs droits. Et c'est le barbare, peut-être pas au sens... pas forcément dans un sens non noble, mais quand même, il y a une part de sauvagerie là-dedans. Il y a une part d'anarchie aussi. Et les Pictes ne sont pas une entité maléfique, c'est juste une entité qui reprend ses droits, en fait. Ça, c'est ce que Louis a expliqué. Et je me suis attaché à ce que ça passe bien. Voilà. À ce que l'adaptation... Donc, je ne peux pas te dire si j'ai vraiment... Je ne crois pas avoir coupé grand-chose. Voilà, je voulais que l'intrigue soit claire et je voulais que l'intention soit claire. En À la fin, tu remercies les responsables d'édition. Quels sont les rapports entre un auteur et le ou les responsables d'édition ? C'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire que le rapport contractuel, il peut être compliqué parce que tu peux leur dire ou s'essayer de me niquer. Il peut y avoir des discussions un petit peu franches et pas toujours agréables sur ces sujets-là. Par contre, le rapport artistique, moi, il a parfois été douloureux avec un éditeur et ça s'est arrêté notamment à cause de ça. Avec les autres, jamais. Ça a toujours été... on me dit des choses pas agréables à entendre, mais on essaie de me le dire de la manière la plus constructive et la plus positive possible. Et du coup, je le reçois. C'est pas agréable, mais je le prends. Voilà. Et et avec le dessinateur, c'est pareil. Donc les retours artistiques, moi, très souvent, je les trouve pertinents. Ce qu'on me dit sur le contenu des bouquins, moi, je trouve ça souvent intéressant. Parfois, on se permet de dire non, on va pas le faire, mais quand même 9 fois sur 10, on se dit ouais, c'est pas faux. Ok, on va changer. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'une BD est bonne ou pas ? Ça, c'est des questions de goût. C'est toute la discussion de manière générale entre auteurs, entre créateurs et vis-à-vis du public. Où s'arrête la compétence, ou même commence la compétence et quelle place occupe le goût, en fait. Et alors ça... Il y a 1000 réponses, quoi. C'est subjectif. J'ai eu des discussions avec un scénariste qui me disait en France, et c'est pas totalement faux, on se balade au bord d'une falaise, on attend que les idées viennent, l'écharpe au vent, et ensuite on écrit un truc. Et c'est un peu vrai en littérature, là où en audiovisuel, alors le marché est très formaté, il y a des enjeux financiers qui font que les mecs se sont professionnalisés, qui s'y consacrent, mais ils se formatent aussi pas mal. Donc d'un côté, ils ont des outils qu'ils maîtrisent très bien, ils savent très bien faire ce qu'ils font. De l'autre côté, le marché audiovisuel français, notamment hertzien, c'est du fomard, du polar, pardon, du polar, et puis vraiment avec la chaîne de suspects, avec le motif humain, etc. Et tout, je pourrais t'en parler, te détailler ce qu'il faut faire. C'est un algorithme, en fait. Ouais. Non, mais limite. Ouais. Et donc, voilà, c'est ce genre de discussion. Et quand bien même, quand tu commences à t'écarter de ce format, tu as des outils que tu vas utiliser, mais lui me disait, il y a un absolu dramaturgique. Et moi, je lui disais, non. Moi, typiquement, très longtemps, je me suis dit, je ne vois pas comment on peut se mettre à rédiger un scénario si on n'a pas la fin de son histoire. Il y a des mecs, ils y vont quand même, quoi. Voilà. Et moi, je suis en entre-deux. J'ai des personnages, j'ai leurs problématiques internes, externes, tout ce qu'on veut et tout. Et je vais les laisser se débrouiller entre eux, se combattre, etc. et tout, et voir où ça m'emmène. Et si je trouve ça chiant,
je reboot jusqu'à ce que ça me donne un truc qui me plaise vraiment. Et parfois, j'ai des vraies intentions de fin, mais jamais je rédigerai sans avoir eu tout ce cheminement pour arriver à la fin. Il y a des mecs qui se laissent porter, ils rédigent et ça donne le roman. Ouais. Voilà. Stephen King. Alors, je ne sais pas si Stephen King le fait. Je sais que Bordage l'assume. Bordage, écrivain français de science-fiction, il l'assume. J'ai eu des discussions avec Serge Lehmann, qui je parlais de théorie de scénario. Il me disait, c'est de la merde, mets-toi en danger. Voilà. Après, on a tous une sensibilité différente, on est tous différents, on a tous une... Voilà. Non, mais c'est ça. Il y a des vraies questions de goût qui interfèrent avec ça. En fait, les théories du scénario, j'ai compris qu'en fait, j'aimais Mackie par goût. Et donc, c'est des outils, c'est de la dramaturgie et tout, mais en fait, ça me plaît authentiquement. Et je peux comprendre que d'autres gens n'aiment pas et du coup ne veulent pas utiliser ces outils. Ouais, il faut adopter les méthodes qui te conviennent à toi, à ton style, et ce que tu as envie de raconter. Quels sont tes 3 BD préférés ? De celles que j'ai faites ou d'autres ? Non, de tout. Du monde. C'est assez simple. Les Watchmen, ça c'est sûr, c'est ma bible. De Cap et de Croc, d'Alain Hérol, que j'ai pas relu depuis un certain temps, mais qui pour moi est quand même le grand scénariste français. C'est les 2 premières qui me viennent. Après, je vais en dire 4 parce que je suis chiant. C'est quand même des comics, Fable et Lock and Key. Voilà. Ça c'est marrant, Fable et Watchmen, je vois un espèce de lien. Et le dernier, c'est Lock and Key. Lock and Key, en fait, c'est le fils de Stephen King qui est au scénario, Joe Hill. C'est assez incroyable. Et il y a une folie dans certains comics indépendants que j'ai jamais trouvé en France. Il y avait Brian K. Vaughan, par exemple, qui a fait Y, le dernier homme, et qui a fait un truc de super-héros qui devient maire de New York après avoir sauvé une des tours des Twin Towers. Le mec se dit, la politique, c'est plus important, je vais devenir le maire de New York. Qui fait ça en France ? Ça, c'est incroyable. Je prends le genre et je le mets dans l'actualité et j'y vais frontalement. C'est fou. Voilà. Ouais. Quels sont les 3 BD que tu recommanderais pour un profane qui souhaiterait tester ce média ? Franco-belge, celle que j'aime évidemment, même si peut-être que les Watchmen ça a vieilli, sans doute, mais moi quand je les ai découvertes c'était extraordinaire. C'est verbeux et puis... Ouais. Voilà. BD franco-belge, de Cap et de Croc, moi je pense qu'il y a peu de gens qui disent que c'est de la merde. Les Indes fourbes, évidemment, mais c'est toujours le même scénariste, mais il est très fort. Quoi d'autre ? Moi j'ai tendance à aimer le genre, mais c'est vrai que c'est encore une sous-niche du genre, c'est du genre poétique un peu. Non, j'aime beaucoup Donjon. Mais Donjon, ça parle peut-être pas à tout le monde. Et c'est vrai que je ne vais pas conseiller de la non-fiction. Moi, l'Arabe du futur, j'y vais pas. Les Cahiers d'Esther, j'y vais pas. Mais je respecte. Mais ça me... non. C'est la vraie vie, donc c'est pas intéressant. C'est beaucoup mieux les monstres et les explosions. Ou les lapins et les renards et les loups qui font de l'escrime. Voilà. Donc, non... C'est-à-dire ça te permet de t'évader et de vivre dans un univers, en tout cas de l'emprunter, quelque chose de complètement délirant et quelque chose que tu pourrais pas avoir dans un autre média comme un court-métrage, même un long-métrage français. Tu verras jamais... À part le 5e élément, on peut dire est-ce que c'est vraiment français mais voilà, on sait pas trop. L'imaginaire, pour moi, c'est un moyen de me recharger les batteries face au réel. Là où, par exemple, ma femme va se confronter au réel, mais parce que elle, ça l'aide de voir des choses qui parlent de trucs durs et de se dire, parfois c'est même de la non-fiction, et de voir qu'il y a des gens qui affrontent leurs problèmes. Là où moi, je veux voir des gens sauver le monde pour pouvoir affronter mes problèmes quotidiens derrière. Ouais, des choses qui inspirent, qui portent vers le haut. Voilà. Je comprends totalement. Quels sont tes auteurs de BD, de référence ? Donc Alan Moore, Alain Hérol. J'aime beaucoup ce que fait Alex Alice. Je trouve ça vraiment très chouette. Brian K. Vaughan. C'est quand même pas mal des scénaristes, évidemment, mais Trondheim et Sfar sur Donjon. Les mecs de Fable. En termes de dessin, Guarnido, il est super fort. Loffray, il est super fort. Il y en a d'autres. Fred Duval, scénariste de SF, qui fait des bons trucs, quoi. C'est de la bonne SF française, du bon genre français. Luc Brunvig, bon scénariste. Je vais oublier mon compère, avec qui je bosse quand même régulièrement, mais voilà. Et paradoxalement, je connais moins ce qu'il fait en bande dessinée, mais Ange qui a fait la geste des Chevaliers Dragons.
Voilà, qui est quand même un petit monument de la BD d'Eric Fantasy française. Qu'est-ce que j'ai en tête Non, un dessinateur avec lequel j'ai la chance de travailler qui s'appelle Michael Bourgoin. Anthony Jean et Michael Bourgoin, voilà, des dessinateurs dont j'aime beaucoup le dessin, mais je bosse avec eux, donc je suis pas objectif. C'est peut-être parce que tu les aimes bien que tu bosses avec eux. Exactement. Donc, mais Michael a fait une bande dessinée qui s'appelle Blue Note, que je recommande, avec un monsieur qui s'appelle Mathieu Mariol. Voilà, c'est très beau et très bien. Ouais. Au début du siècle dernier, la presse écrite dominait le monde des médias, puis la radio est arrivée, puis la télévision a mangé la radio, puis Internet est arrivé et a mangé la presse et la télévision. La BD est née au 19e siècle, mais n'a explosé qu'au milieu du 20e. Quelle est la santé de la BD aujourd'hui, ouais. Mais tu vois, je fais ça tout le temps en fait. Je parle tellement que je réponds à moitié aux questions. Non, mais je peux le redire. Il se passe ce qui s'est passé pour tous les médias, c'est-à-dire que tu as le jeu vidéo sur tous les supports, le téléphone, il y a plein de gens qui jouent à des petits jeux, tu as les réseaux sociaux, ça consomme beaucoup de temps, tu as les streamers. Quand tu veux une histoire, tu as les streamers. Enfin, moi, le premier, je suis dans mon canapé, j'appuie sur ma télécommande et ça y est, c'est bon. Alors, les streamers posent un autre problème qui est que tu peux passer 30 minutes à chercher ce que tu vas regarder, parfois 1 heure. Donc ça, c'est assez extra. Et à la fin, tu te dis, non, mais j'avais un bon roman ou une bonne BD. Après, tu sais quoi ? Autant le faire. Moi, à l'époque des cassettes VHS, j'en avais tellement que je passais tellement de temps à voir. Alors, celui-là, je viens de le voir la semaine dernière. Celui-là, tu vois ? Ouais. Non, mais j'ai pu avoir le problème avec les DVD et les Blu-ray, mais moi maintenant, parfois, au bout d'un moment, j'arrête et je fais, j'ai un roman en cours ou j'ai une BD en cours et c'est bon. Et je pense que j'ai beaucoup piraté à un moment, c'est pas bien, mais l'explosion du choix fait que finalement, tu reviens sur des trucs où il y a peut-être moins de choix et tu vas passer tu vas plus sélectionner et être sûr et avoir des garanties. Je pense que la bande dessinée souffre. Mais maintenant, peut-être propose aussi quelque chose de plus sélectif et de meilleure qualité peut-être qu'un autre moment. Et ça me fait pas plaisir de le dire parce que c'est aussi plus dur pour moi. Hein. Mes livres existent toujours, mais ouais, c'est quand même ça, c'est compliqué. Mais à cause de tous ces paramètres, plus la question du pouvoir d'achat des gens. Voilà. Peut-on encore en vivre ? C'est devenu plus compliqué. Faut être tout à fait honnête. Je pense que c'est vraiment devenu plus compliqué. Après, la bande dessinée se décline aussi quand même sur d'autres supports. Il y a tout ce qui est webtoon qui se développe. Est-ce que c'est un modèle viable ? Je ne sais pas. Mais il y a du streaming de BD sur téléphone. Ouais. Ça existe. Il y a tous les gens qui s'auto-éditent, qui montent leur structure de diffusion. Est-ce que ça marche ? Ouais, l'auto-édition, voilà. je suis pas... Après, je pense que, typiquement, moi, ce que j'essaie de faire, c'est que je pense en matière maintenant plus de... j'ai toujours un peu pensé comme ça. Je pense en termes d'histoire. Et en fait, le support, je m'en fous. Moi, je suis rentré dans le support BD et j'ai appris à maîtriser le support BD. Mais il y a un modèle économique qui est de dire je crée un projet, une histoire, mais cette histoire, elle peut se décliner sur tout, en fait. Et la BD va pouvoir exister en audiovisuel qui va permettre d'alimenter la série BD. Et du coup, tu vis indirectement de ta bande dessinée parce qu'en fait, un succès en audiovisuel te permet à la bande dessinée de se vendre, tu peux la poursuivre. Voilà. Donc, je pense qu'il faut peut-être aussi réfléchir comme ça. Et puis, des gens qui se destinent à la BD, tu peux moins en vivre, mais tu peux vivre du dessin. Et donc, faire de la BD à côté, tu peux vivre de l'illustration. Ça, par contre, ouais. Même avec les IA génératives, tu as des gens qui sont demandeurs de vrais dessins. Tu as plein de secteurs qui sont demandeurs de vrais dessins. Alors, ça rallonge le process de création, mais c'est possible. Voilà. Tu peux bosser dans le jeu vidéo, l'audiovisuel, et puis derrière, tu fais ta BD, quoi. Ok. En conclusion, bon, tu t'appelles Mathieu, mais avec un T. Moi aussi, mais avec 2 T. Quand on me demande pourquoi j'en ai 2, je réponds c'est parce que comme le sein. C'est l'orthographe normale. Et toi, pourquoi t'en as mis qu'un seul ? T'as pas été sage ? Alors moi, on m'a dit, je crois que j'ai eu une version de l'histoire où c'est l'employé de mairie qui s'était gouré. Mais en fait, c'est vrai que les 2 orthographes existent. Je crois même qu'il y a Mathieu 2T sans H. Ah ouais, ça j'ai jamais vu, mais je crois. Je suis pas sûr que ce soit un vrai choix. T'as pas été sage, avoue-le. Mais je ne sais pas qui a fait l'erreur. Ou peut-être que mes parents voulaient que ce soit comme ça. Je crois qu'il y a un saint aussi, mais moins connu.
Ah ouais, un petit Saint Matthieu. Ouais, un avec, petit Saint Matthieu, mais c'est de marrant. quelque chose ou sur quelque chose. Et, Ok. avec un seul T. Bon, Ouais. je pourrais plus crâner alors en disant c'est le Saint. Mais c'est le Saint, non, mais t'as raison, c'est le vrai, l'évangélisme. Bah, Donc, bon. voilà. Bon, merci Mathieu avec un T. merci Mathieu avec 2 T. Merci beaucoup. Allez, salut l'artiste. Salut.